Bon, chers étudiants, vous vous installez et nous allons bientôt commencer notre rencontre avec Monsieur Hamon, que nous remercions tout particulièrement de sa présence, d'autant plus que le thème qu'il va aborder, c'est un thème qui vous concerne particulièrement, auquel vous êtes spécialement sensible, le thème de l'engagement. Et vous savez que nous tous, ici enseignants, sans que nous touchions de sujets politiques, nous sommes toujours, en fin de compte, dans la réflexion politique, du fait même que vous êtes en information et communication et autour des thèmes de la cité. Et qui dit cité dit thème citoyen. Donc, merci beaucoup, Benoît Hamon, d'être venu, d'avoir accepté l'invitation de Gaël Rony. Je vous accueille au nom de la filière information-communication qui réunit donc les étudiants de licence, les étudiants de master de l'Institut catholique de Paris et de sa filiale à Reims. D'ailleurs, ils nous écoutent, par visio. Et ils interviendront aussi, Reims, aussi bien que Paris, s'ils le désirent. D'ailleurs, nous venons de savoir que nous avons 150 personnes à l'extérieur qui nous écoutent et auxquelles vous aurez à répondre en même temps qu'aux étudiants. Alors, les étudiants sont représentés par 4 d'entre eux qui ont travaillé sur ce que vous avez probablement envie de nous dire, parce qu'apparemment, ils sont mieux informés que tout le monde, mais après qu'ils seront eux-mêmes intervenus, naturellement, le débat sera ouvert avec l'ensemble des présents ici. Et je voulais saluer aussi tout particulièrement un certain nombre de collègues qui ce soir sont venus, qui sont venus aussi pour vous écouter et pour participer à cette réunion. Cette réunion, c'est un mercredi de la communication. 8 fois par an, nous nous réunissons un mercredi soir pour entendre une personnalité soit du monde politique, soit du monde des médias, soit un créateur, soit un artiste, et autour de nos thématiques, sachant que ces étudiants se destinent pour partie vers les métiers de journalisme, de l'information, d'autres vers les métiers de la communication, et qu'en ce sens, n'est-ce pas, ils sont non seulement les oreilles de la future génération, mais aussi la bouche de la future génération. Merci, Monsieur Hamon, d'être là. Gaëlle, peut-être veut-elle introduire scientifiquement. On peut l'applaudir. Alors, je vais introduire rapidement la thématique de ce mercredi de la com. Merci d'être venus nombreux. Donc, je suis Gaëlle Rony, maître de conférence dans la licence information et communication. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Benoît Hamon en tant que directeur général de l'ONG Singa Global. Benoît Hamon, vous le savez, je pense, a été ministre de l'économie sociale et solidaire, candidat socialiste à l'élection présidentielle de 2017. Il est sorti de la vie politique, ou en tout cas d'une certaine vie politique, et il va réfléchir avec nous ce soir à la question de l'engagement. Alors, s'engager, pourquoi cette thématique ? En fait, nous avons choisi ce thème, cette question, en pensant à vous, étudiants, puisqu'on vous connaît quand même un peu. Certains d'entre vous sont engagés dans des associations, se mobilisent beaucoup autour de causes. Certains d'entre vous encore relaient des pétitions, des témoignages sur les réseaux. Beaucoup d'entre vous ne savez pas comment passer à l'action, mais en tout cas, on voit bien que vous aspirez tous à plus de sens dans la société, dans les médias, dans les entreprises. Et quand on entend parfois que l'engagement aurait disparu chez les jeunes, ça nous semble faux. En tout cas, il semble avoir peut-être changé, s'être déplacé de terrain. Et encore une fois, je pense que l'engagement est peut-être loin des formes traditionnelles politiques, syndicales. Peu d'entre vous, je crois, sont affiliés à un parti politique ou un syndicat, je pense. Mais néanmoins, voilà, il y a une nouvelle modalité d'engagement. L'engagement, aujourd'hui, peut-être se fait plus sur l'émotion, autour de valeurs humanistes, autour de causes ponctuelles, et moins dans l'idéologie, moins dans le suivi d'une institution. En tout cas, toutes ces nouvelles formes d'engagement, nous avons voulu vous en donner un exemple à travers le travail de l'ONG Singa, dont Benoît Hamon est le directeur général.
L'ONG Singa, je suppose que vous êtes un peu renseigné en venant à cette conférence, mais je vais la présenter rapidement, bien que je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Pour nous, Singa, ça représente vraiment ce qu'on appelle l'engagement citoyen, l'engagement solidaire. Pourquoi ? Eh bien d'abord, Singa a été fondé par 3 étudiants, ou je crois qu'ils étaient en sortie d'études, en 2012, autour d'une idée toute simple, qui était d'accueillir, d'héberger des réfugiés et de créer un réseau autour de ça. Et puis, donc, Singa, vraiment, c'est une idée qui a fait bouture et qui s'est élargie. Et Singa est aujourd'hui dans toute l'Europe, en Amérique du Nord, et elle continue d'accompagner les réfugiés de plusieurs façons, je crois. La première façon, c'est de créer des rencontres entre les locaux et les migrants. Donc, il y a tout un pôle autour de la communauté, de créer du lien. Et puis la seconde façon, c'est d'accompagner des réfugiés entrepreneurs à lancer véritablement leur entreprise, leur start-up innovante, puisque Singa le dit beaucoup, les migrants ont du talent, ont des compétences à offrir à leur société d'accueil. Voilà. Donc la manière aussi dont communique Singa, dont s'engage Singa, nous semblait tout à fait révélatrice de cet engagement citoyen et solidaire. Alors pour lancer véritablement la conférence, Benoît Hamon, j'aimerais relire les premières lignes d'un livre d'Albert Camus, L'homme révolté, et qui dit ceci. Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Alors à quoi dites-vous oui, Benoît Hamon, par votre engagement auprès de Singa ? C'est sérieux, hein ? Bonjour, oui, je disais, ça rigole pas. Donc bonjour, d'abord, mille merci. C'est la première fois que je viens à l'Akato à Paris. J'ai été invité à l'Akato à Lille. Et donc je suis très heureux, parce qu'en fait, c'est une première expérience. Donc je me réjouis de pouvoir avoir cet échange avec vous. Mille merci pour l'invitation qui m'a été transmise de pouvoir vous parler d'engagement, de vous parler un peu de Singa, mais plus globalement de la façon dont, à mon sens, pour une génération comme la vôtre, il peut y avoir des figures qui concourent à vous inspirer et à faire en sorte que vous vous engagiez. Moi, je ne crois pas, pour commencer en préambule, qu'on soit dans une période où les gens sont ou seraient moins engagés qu'ils ne l'étaient auparavant. Ils le sont sans doute sous des formes différentes de leurs aînés, ce qui provoque les réactions assez classiques des aînés qui, parce qu'ils ne comprennent pas les formes d'engagement nouvelles, considèrent que ceux qui les suivent sont moins engagés qu'eux. C'est pas parce qu'on fait moins de manifs, qu'on distribue moins de tracts, qu'on est pourtant moins engagé. Et je vais essayer d'y revenir. Moi qui ai choisi désormais finalement de poursuivre mon engagement dans une organisation non gouvernementale, donc merci de l'avoir présenté. En quelques mots, je vais dire quelques mots de Singa, mais après je reviendrai sur les causes qui sont celles de Singa dans le bref exposé qui introduira notre échange sur la question de l'engagement. Mais Singa, c'est effectivement une organisation qui est née du désir de citoyens français, de créer des liens là où ils constataient qu'il n'y en avait pas. Il faut que vous sachiez, aujourd'hui, on appelle les personnes réfugiées ou migrantes les nouveaux arrivants. Pour les nouveaux arrivants, seulement 12% d'entre eux, quand ils sont là depuis plusieurs années, disent avoir eu une occasion de parler avec un Français qui n'était pas payé pour leur parler. 12%. C'est ridicule. Ça veut dire que des occasions de se lier à des citoyens du pays dans lequel on vient, on arrive, on veut s'installer, on veut vivre, ces occasions sont finalement extrêmement peu nombreuses. Et nous considérons que le lien, reconstituer le capital social que ces personnes ont perdu ou ont laissé derrière eux quand ils ont abandonné une vie, une famille, un territoire, mais aussi des réseaux, des amis, un tissu de relations sociales, reconstituer ce capital social est sans doute une des étapes les plus précieuses pour favoriser l'inclusion, c'est-à-dire la possibilité de prendre toute sa place dans une société et de pouvoir interagir avec celles et ceux que l'on croise. Et c'est de cette idée-là qu'est née Singa et qui se traduit par effectivement des programmes dits communautaires, c'est-à-dire que nous organisons entre des individus bénévoles, des citoyens et des
des nouveaux arrivants toutes sortes d'activités dans 18 villes en Europe et en Amérique du Nord, 19, 20, 21, parce qu'on est en train de beaucoup se développer là, à peu près ces jours-ci, ces semaines-ci. Ce sont donc ces activités-là qui constituent, on va dire, ce qu'il y a de plus visible dans ce que nous faisons, et un gros travail d'incubation de projets entrepreneuriaux. Alors ça, c'est un travail beaucoup plus professionnel, avec des salariés qui s'en occupent, mais aussi des mentors, des experts bénévoles qui nous accompagnent et qui aident du stade de l'idéation, de la pré-incubation, de l'incubation jusqu'à l'accélération, à ce que des projets entrepreneuriaux portés par des personnes réfugiées, des nouveaux arrivants, puissent aller à leur terme. Et là, vous découvrirez, si vous vous intéressez un peu à ce qu'on fait, c'est que les près de 350 bientôt start-up et entreprises qui sont sorties de nos incubateurs et accélérateurs se développent dans tous les domaines, de la tech à l'éducation, la santé, la mode, évidemment la gastronomie. Il y a, tous les domaines, l'industrie même, sont concernés. Il n'y a pas une spécialisation des personnes réfugiées ou des nouveaux arrivants dans un domaine de l'économie. Il y a évidemment au point de départ souvent des gens qui se disent je vais faire un restaurant parce que peut-être que la meilleure chose ou la chose la plus simple à faire, c'est de partager mes savoir-faire culinaires au début parce qu'il y a une diaspora, parce que c'est une possibilité d'interaction. Mais l'essentiel des projets n'est évidemment pas dans ce domaine-là. Et là encore, parmi les idées préconçues ou les préjugés qu'on peut avoir sur les nouveaux arrivants, un entrepreneur sur deux est une femme. À la fois au début parce que nous le voulions et désormais sans que nous le voulions. C'est l'essentiel des projets, une bonne moitié d'entre eux sont portés par des femmes entrepreneurs. Donc ça, c'est le deuxième métier, en quelque sorte, de Singa, et qui nous amène à avoir des résultats suffisamment significatifs pour que 60% des entreprises qui sont créées à l'issue de nos programmes soient toujours vivantes et actives au bout de 3 ans, ce qui est un résultat en matière de création d'entreprises et d'espérance de vie des entreprises tout à fait remarquable. Le troisième métier, c'est finalement une innovation sociale qui est sortie des incubateurs Singa et qui est en train de se développer beaucoup. C'est un programme qui s'appelle J'accueille, qui est un programme d'hébergement citoyen des personnes réfugiées, des nouveaux arrivants. C'est un programme qui existe depuis 2015 et la crise en Syrie, et qui fait en sorte que des personnes en France, dans 4 villes, 9 villes en mars, parce qu'on est en ce moment même notre programme sans lien avec la crise en Ukraine, mais bon, ça tombe bien, et 11 villes d'ici juin. Ce programme existe en France, en Belgique, et nous sommes en train de le mettre en œuvre en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, là en lien avec la crise en Ukraine, propose des hébergements longs à des personnes réfugiées. En quelques mots, c'est un hébergement minimum de 3 mois, jusqu'à 1 an, pour que la personne réfugiée puisse se concentrer sur l'essentiel, la reprise d'études, l'apprentissage de la langue, la recherche d'un emploi, et que celle qui l'accueille, elle, soit débarrassée de toute la paperasse et de toutes les obligations qui seraient celles d'une forme d'obligation à la réussite de l'accueil. Il y a un travailleur social qui suit la personne accueillie, et la personne qui accueille, elle, met à disposition une chambre, parfois un peu plus quand elle le peut, quand c'est une famille qui est accueillie. Et pour que vous sachiez, 71% des personnes qui sortent de ce programme depuis 2015 trouvent un emploi et un logement à l'issue de cette insertion par l'hébergement chez les citoyens. Donc c'est un programme extrêmement inclusif et avec des résultats, là encore, assez remarquables. Et j'ai failli arriver très en retard parce qu'on est en plein dans l'extension de notre programme en lien avec la crise en Ukraine, puisque nous avons décidé de partager toutes nos méthodos, et ce qu'on appelle le capacity building en open source avec des ONG polonaises, hongroises et roumaines, pour qu'ils puissent assez rapidement, face au nombre important de personnes réfugiées venues d'Ukraine qui sont arrivées dans leur pays, proposer ces solutions durables. Parce que qu'est-ce qui se passe-t-il dans les crises comme celle-ci? Les premiers arrivants savent où ils vont, ont des contacts dans la diaspora, dans la famille, mais les vagues qui suivent, en général, sont beaucoup plus désorientées. Et ce qui était parfois un exil qu'on imagine transitoire devient une émigration durable. Et c'est là que les solutions inclusives sont absolument nécessaires. Point important, chez Singa, et c'est ce que nous ferons avec les ONG, puis après je viens à l'engagement, tous les réfugiés comptent. Pas seulement les réfugiés de nationalité ukrainienne. Il n'y a aucune discrimination, ni d'origine, ni de religion, ni de couleur, ni d'orientation sexuelle qui sera faite. Notre éthique pose le principe que
tous les réfugiés comptent, et c'est pour ça que les ONG avec lesquelles nous allons travailler doivent aussi partager cette éthique. J'espère que l'Union européenne, qui vient de décider la protection temporaire, ce qui est une mesure qui permet aux réfugiés venus d'Ukraine de travailler, de pouvoir avoir accès à la santé, à l'éducation et au logement, et qui est une disposition qui existait dans une directive de 2001 et qui était appliquée pour la première fois aux populations venues d'Ukraine, j'espère que cette disposition de la protection temporaire sera étendue à d'autres populations, parce que quand les bombes vous écrasent à Alep, c'est pareil que quand elles vous écrasent à Kiev, et la violence est identique, et la tragédie pour les personnes est identique. Ce sera un des éléments du plaidoyer que nous allons développer auprès des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne dans les semaines à venir. Fin de la parenthèse, je voulais quand même vous dire de ce qu'on fait en ce moment. Et alors ça ne vous concerne pas, et on recherche évidemment nous des financements, et on en trouve, c'est bien, il y a une grande mobilisation d'acteurs privés de premier rang qui ont décidé de s'engager, et c'est une bonne chose. Et dernière précision, Singa ne vit pas des ressources publiques, contrairement à ce qu'on j'entends raconter, oui, on les a mis sous perfusion, c'est notre argent. Non, à part le programme J'accueille, qui est une obligation d'ailleurs de l'État français dans le cadre de la Convention de Genève et différents traités qu'a signé la France, où nous sommes aidés par l'État, l'ensemble de nos autres programmes ne sont que financés par le privé et par nos propres moyens. Voilà, fin de la parenthèse. Alors l'engagement. Bon, beau sujet. Alors du coup, moi j'aime bien redémarrer avec l'étymologie, donc je vais faire redémarrer de ça, parce que d'ailleurs je la connaissais pas, moi, l'étymologie d'engager. J'ai été voir d'où venait ce mot, et pour voir quel sens il avait au moment où on a commencé à parler d'engagement, et quel sens il a aujourd'hui. En fait, engagement, ça vient du vieux français, et ça renvoie à la notion de gage, c'est-à-dire de donner un gage. Donner un gage, c'est en quelque sorte, quand le gage remplace l'otage, c'est se lier par contrat à l'autre et lui faire une promesse. C'est à la fois se faire une promesse à soi, mais c'est une promesse à l'autre, et il y a dans l'engagement toujours l'idée d'une promesse. Et on va le revoir dans la façon dont on s'engage. On se promet quelque chose, et on promet aux autres, et c'est une manière de se lier au monde et de se lier à la société, on promet quelque chose. Alors l'engagement, il a de multiples visages. Le mariage est un engagement. Le service de Dieu est un engagement. La lutte syndicale est un engagement. Le bénévolat est un engagement. Le service d'une cause d'intérêt général est un engagement. Ouvrir sa demeure à une personne réfugiée est un engagement. Et on pourrait décliner à l'envi la manière dont on se promet à soi et promet aux autres de tenir un engagement et d'aller au bout de ce qui est au fond une conviction, une manière d'être aux autres, une manière d'être au monde, et de finalement vivre l'idée qu'on se fait d'un idéal de société. C'est pour ça que moi, quand j'ai réfléchi à la manière dont je pouvais essayer d'être utile à un échange avec vous, vous qui êtes étudiant en journalisme, en communication, alors je pourrais vous donner, si vous voulez, à la fin, on pourra en parler, des trucs maintenant je suis un vieux routard, presque, mais de la politique ou de choses que j'ai, en ayant fait à peu près tous les intervieweurs de la place politique, publique, médiatique, parisienne, on finit par avoir des skills, comme on dit maintenant, des compétences, des aptitudes. Et il y a des petits trucs que moi j'essaie de donner aux élèves journalistes sur ce qu'est une bonne interview et sur ce que, à mon avis, ne sera jamais une bonne interview. Et si vous voulez, on pourra échanger là-dessus à la fin. Mais je voudrais partager avec vous quelques figures qui ont été importantes dans mon engagement, et parce qu'elles étaient elles-mêmes des figures engagées qui, à un moment, à travers leur engagement, nous proposent une leçon qui, à mon sens, est une leçon universelle. Et je vais commencer, non pas avec L'Homme révolté, mais avec Camus, parce que c'était une belle invitation, puisque pour moi, Camus a été une des figures intellectuelles, philosophiques, cruciales dans mon engagement, et notamment dans le rapport qu'il a à la fois à la justice, à la lutte contre les inégalités, et à ce qu'il juge être, lui, une forme de morale de l'engagement. Et je vais vous citer, alors on pourrait, l'œuvre de Camus est tellement
puissante, inspirante, qu'il faut lire beaucoup de textes et pas simplement L'étranger, l'homme révolté. Lisez des petits textes comme le recueil qu'il avait fait avec Nos, lisez les textes qu'il a fait sur la Grèce. Bon bref, il a fait des choses absolument éblouissantes. D'ailleurs, c'était un écolo avant l'heure. Il était celui qui disait qu'on ne pouvait pas impunément désorbiter l'univers, qu'à un moment il y aurait des limites à l'hubris des hommes, à l'orgueil, à ces passions qui sont des passions destructrices. Et il l'appelait une figure de la mythologie grecque, les Érénies, qui viendraient châtier les hommes parce qu'ils avaient voulu désorbiter l'univers. C'était quelque chose qui nous renvoie à ce qu'on peut aujourd'hui vivre, rapport du GIEC après rapport du GIEC, quand on nous dit que notre mode de développement est devenu si prédateur de notre milieu naturel vivant que nos actes finiront par se retourner contre nous et que nous serons collectivement châtiés par notre hubris, par notre orgueil, par nos passions qui ignorent à ce point le fait que nous sommes dépendants du reste du vivant. Mais ce n'est pas de cela dont je voulais vous parler. Camus, moi, il a été une source d'inspiration pour à la fois un texte et un discours. Le texte, c'est quand il imagine justement l'homme engagé comme un Sisyphe heureux. Vous connaissez le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui est condamné, le pauvre, à remonter son rocher en haut de la montagne. Et dès qu'il arrive en haut de la montagne, le rocher retombe en bas. Et on pourrait le croire, puisqu'il est condamné à l'éternité à remonter son rocher, qu'il est condamné à une tristesse infinie. Eh bien, Camus imagine Sisyphe heureux. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'à partir du moment où on a conscience que dans nos vies, d'abord, nous ne sommes qu'un maillon d'une chaîne, d'une part, mais que nos actes sont des actes qui, forcément, seront peut-être annulés par d'autres, mais qu'ils valent simplement parce que nous avons conscience que ces actes sont importants, on peut être Sisyphe heureux. C'est-à-dire qu'au moment où on redescend pour aller chercher son rocher, si on a conscience que, oui, j'ai vaincu une inégalité au moment où j'arrive en haut de la montagne, mais si le rocher retombe, c'est qu'il y a sans doute une autre inégalité à combattre. C'est qu'il y a encore une injustice à vaincre et que ce chemin-là est un chemin infini. Dès lors qu'on a conscience que c'est infini, on devient justement un homme éclairé, révolté le cas échéant, mais éclairé et conscient qu'en clair, il n'y a pas de grand soir, il n'y a pas de jour où, ça y est, toutes les lumières seront allumées, le monde sera en bon ordre et il n'y aura plus rien à faire. Ça, c'est peut-être après la mort, pour ceux qui croient, mais ce n'est pas de l'ordre du vivant de ce que nous connaîtrons. Et je crois que cette idée de rendre Sisyphe heureux, qu'il n'y a pas de fatalité négative, dépressive, triste, à toujours remonter son rocher, mais qu'au contraire c'est un acte conscient et qu'on doit être fier et heureux de porter ce rocher, est un message important pour celles et ceux qui s'engagent. Il ne faut pas baisser les bras, rentrer la tête dans les épaules dès lors que l'on rencontre l'échec ou dès lors que finalement on n'a pas atteint tous les buts que l'on a signés à son engagement initial. La deuxième leçon de Camus, qui est pour moi importante, c'est celle des mots qui ont fait beaucoup débattre, qu'il a prononcés lors de son discours de remise du Nobel de la paix en 1957, et où il dit « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Alors tout le monde s'est dit voilà un homme qui a fait de la justice et de la quête de la justice, justice sociale, justice entre les hommes, le combat essentiel de sa vie, et qui dit à ce moment-là, au moment où il reçoit le Nobel, que finalement, entre le combat pour la justice et sa mère, il choisira sa mère. Il faut replacer la phrase dans son contexte. Que dit en fait Camus ? Il dit « Ma mère est en Algérie. Je me bats aux côtés de celles et ceux qui réclament, au tronc du droit à l'autodétermination des peuples, l'indépendance de l'Algérie. » Il a fait le choix de la décolonisation. Mais il dit « Mais ma mère est à Alger. Et dans un bus d'Alger, il se peut qu'elle soit victime d'un acte terroriste, parce qu'il y aura un choix qui est fait par certains combattants pour l'indépendance de l'Algérie du terrorisme, qu'il soit terrorisme du FLN à ce moment-là ou terrorisme de l'OAS. Et que dit Camus ? Il dit, si ce combat est juste, l'indépendance, il ne justifie pas tous les moyens dont le terrorisme. La fin ne justifie pas les moyens. Et cette phrase de Camus, à la première oreille, on pourrait comprendre comme celle d'un homme qui préférera toujours le cocon de sa famille, même si c'est le plus important, celui du rapport d'un fils à sa mère, à des combats qui sont des combats universels. Il dit, non, c'est pas ça dont je vous parle. Ce dont je vous parle, c'est que ce combat pour la justice, pour lequel je sacrifierais presque ma vie, ne vaut pas
que l'on tue des innocents au nom du fait que la fin justifie les moyens. Et c'est une très belle leçon, surtout dans la période où on voit ressurgir des projets politiques qui sont des projets politiques qui justifient au nom de la fin tous les moyens, quitte à ce que ces moyens soient la guerre, quitte à ce que ces moyens soient l'extermination, quitte à ce que ces moyens soient le racisme, la discrimination. J'en passe, c'est des pires. Et je crois que c'est en tout cas une belle leçon pour celles et ceux qui veulent s'engager. Vos causes sont belles, elles ne justifient pas que vous ignoriez la frontière entre le bien et le mal. Alors, voilà, Camus, je commence avec non pas du lourd, mais des choses importantes. La deuxième personne dont je veux vous parler, il y a des personnages que vous connaîtrez peut-être un peu moins. Je les ai notés parce que je suis arrivé en me disant il faut que je travaille quand même un tout petit peu. C'est Édouard Glissant. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur caribéen. Édouard Glissant est une personnalité très importante de la Caraïbe et de la Caraïbe française. Il est un personnage en matière de littérature ou intellectuel comparable à Aimé Césaire. Et Édouard Glissant développe l'idée, à un moment on parle beaucoup d'identité, des identités rhizomes. Qu'est-ce que sont les identités rhizomes ? Et pour moi, c'est une lecture, une pensée inspirante. Sur ces questions des identités, je vous invite à lire Glissant, mais je vais faire une petite parenthèse par Amin Mahalouf, pour ceux qui connaissent, qui est chrétien, libanais, parle arabe, écrit en français, un personnage d'une richesse et d'une complexité incroyable, et qui dit cette chose assez simple, il dit « Nous avons de multiples appartenances », et je vais y revenir en parlant de mes appartenances. Mais l'appartenance qui en nous va coloniser toutes les autres est celle qui est attaquée. Moi, par exemple, je suis né en Bretagne. Si vous commencez à me dire tous les jours à la télévision que les Bretons sont incompatibles avec la République, que notre manière d'être au monde, nos vieilles traditions païennes nous rendent finalement inemployables, qu'elles justifient des discriminations, qu'elles justifient une stigmatisation tous les jours, je peux vous assurer que je vais sortir mon triskel et mon bignou tous les jours. Et vous allez entendre ouin ouin ouin, et je vais même apprendre à parler breton là où je ne l'apprenais pas, et ça va être l'identité à laquelle je vais attacher le plus d'importance. Pourtant, pour revenir à Glissant, qui suis-je ? Et je vous invite à vous poser cette question, même si vous avez entre 20 et 25 ans. Moi, je suis né en Bretagne, ça dit quelque chose de moi. De parents catholiques qui m'ont éduqué toute mon enfance, mon adolescence et jusqu'au lycée, dans une éducation, on va dire, catholique légère, mais dans des établissements privés catholiques. Ça dit quelque chose de moi. J'ai grandi une partie de mon enfance et mon adolescence au Sénégal, dans des classes dans lesquelles il y avait tous les visages de la Terre. Ça dit aussi quelque chose de moi. Quand je suis rentré en France, je suis rentré à l'université et il y a eu un immense mouvement social contre l'augmentation des frais d'inscription à l'université. Et comme beaucoup d'étudiants, je trouvais ça injuste. Je me suis battu, je me suis engagé. Ça dit quelque chose de ce que je suis devenu. Puis, j'ai eu 2 filles plus tard. Le fait d'être père de 2 filles, ça dit quelque chose de moi. J'ai rencontré et j'ai travaillé pour une femme comme Martine Aubry pendant 5 ans. Ça dit quelque chose de moi, etc., etc. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que nous sommes tous constitués de différentes couches de sédiments. Il y a des personnes qui ont été importantes dans nos vies, parfois dont on se rend compte plus tard qu'elles ont été importantes dans nos vies, un prof dont on se souvient, un grand-parent ou un membre de la famille dont on retient une leçon, mais que ce que dit Glissant, c'est cela. C'est qu'à se résumer à une fraction de nous-mêmes, à un bout de nos identités, nous perdons l'essentiel de ce que nous sommes et nous perdons l'essentiel du bénéfice que nous pouvons tirer du monde et du bénéfice que nous pouvons apporter au monde. Et c'est pour ça que moi, je crois aux identités rhizomes comme il croit aux identités rhizomes. Et c'est valable pour tous les aspects de notre identité. L'orientation sexuelle, la religion, l'origine sociale, tout ça est important. C'est une fraction de nous, mais ça ne dit pas tout de nous. Donc, je pose ça là comme deuxième pierre, et pour vous dire que dans ce débat aujourd'hui sur les identités, il ne faut pas mépriser le débat sur les identités, mais il faut le ramener, à mon avis, à ce que nous sommes. Au passage,
le débat on a en ce moment, il n'y aura pas d'incursion dans le débat politique, mais un débat sur l'identité nationale. On est taraudé, c'est quoi être français? Et il y a pareil, en Turquie, il y a la question que c'est quoi être un vrai Turc? En Chine, c'est quoi être un vrai Chinois? En Allemagne, c'est quoi être un vrai Allemand? En Russie, c'est quoi être un vrai Russe? Et il n'y a pas de réponse à cela. Sinon dans l'idéologie. Ou sinon dans une vision qui est une vision qui, forcément, si vous êtes un vrai, c'est qu'il y a un faux. Et qui vous amènera à vouloir vous débarrasser du faux. Et c'est là où je pense que Glissant nous aide à comprendre que les nations, comme les individus, sont construites sur des couches de sédiments qui se mélangent et qui font ce que nous sommes. Au passage, je lisais un merveilleux livre de Louis Quintana Murci qui vient d'écrire Le peuple humain, qui est un grand scientifique et qui a travaillé à partir de l'étude du génome sur l'histoire de l'humanité. Son livre est un grand succès de librairie. Et en fait, c'est formidable parce qu'ils disent qu'on sait tous, c'est qu'en fait, nous sommes tous des migrants, alors dans notre histoire, et qu'on est tous des métis dans notre ADN, et qu'on le veuille ou non, l'histoire de l'humanité, l'histoire de migration, et qu'il est aussi absurde de vouloir dire qu'on arrêtera les migrations que dire que la Terre est plate. C'est-à-dire, si on est debout et qu'on marche, c'est bien pour coloniser le monde, et c'est ce qu'Homo sapiens a fait, et qu'il continuera à faire de toute façon. Donc, voilà aussi une suggestion de lecture. Troisième personne qui m'a inspiré, c'est Rosa Parks. Vous connaissez ou pas? Voilà. Bon, là, c'est peut-être plus facile et plus simple. Pourquoi est-ce qu'elle m'a inspiré? Parce que c'est l'acte de courage absolu. Rosa Parks, elle est dans un bus, elle décide de ne pas laisser sa place à un homme blanc qui avait une place à lui dans le bus quand les Noirs étaient relégués ou au fond, voire, je ne sais pas en l'occurrence l'anecdote historique, où n'avait même pas de place dans ce bus. Mais en l'occurrence, elle décide seule de dire non. Et ce qui est formidable dans sa leçon de courage, c'est qu'elle nous rappelle ce qu'est le courage. L'acte de courage, ce n'est pas un acte sans peur. Ce n'est pas un acte sans morale. C'est un acte de raison. Je sais ce que je fais. Je sais le risque que je prends. Et parce que je le sais, ça devient courageux. Et ça devient une leçon pour tous les autres. Il ne faut pas mépriser la peur des gens. Il ne faut pas mépriser quand ils se sentent en insécurité. Moi, je ne méprise absolument pas cela. Mais ce que fait ce jour-là Rosa Parks, c'est qu'elle dépasse cela et qu'elle pose un acte de raison qui va devenir un acte de courage universel. Un modèle pour des femmes et des hommes qui ne sont aujourd'hui ni noirs, ni en situation d'être privés de leurs droits civiques, mais ça devient un acte universel. Et c'est pour moi une figure qui doit nous indiquer ce que nous ne ferons pas tous les jours. Nous, dans toutes les situations, on ne peut pas être courageux tous les jours et être Rosa Parks. Peut-être le sera-t-on jamais même une seule fois dans sa vie. Mais c'est pas non plus on ne se souviendra pas de vous et de nous tous pour un acte courageux comme de Rosa Parks. Mais ce qui est important de dire, et dans l'engagement, c'est pas la témérité. C'est pas on se met à 10, on crie, on prend des bâtons et on fonce sur l'ennemi en hurlant. Ça, c'est de la témérité, ça peut même être de l'orgueil, de la passion, l'hubris à nouveau, ce qui nous dévore, mais c'est pas du courage. L'acte de courage, c'est un acte raisonné, qui n'appelle ni la gloire ni la reconnaissance, mais un acte raisonné. Et c'est la leçon, pour moi, extrêmement importante de Rosa Parks. La quatrième personne dont je voudrais vous parler, et qui a été importante pour moi, il y en a encore deux après, si vous me dites si c'est hyper pénible en fait. C'est pénible ou pas? Non. Bon, j'espère qu'au moins vous serez intéressé par 1 sur 6, parce qu'il y en a 6 en tout. La quatrième personne, c'est Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, personnalité italienne, emprisonnée, marxiste de formation, et qui laisse en tout cas en héritage un legs qui est moins sur la question économique ou la question sociale que sur la question de la conquête du pouvoir. Gramsci dit « Il n'y a pas de conquête du pouvoir sans hégémonie culturelle ». Ça m'a inspiré tout au long de mon engagement. C'est quoi l'hégémonie culturelle? C'est que pour une société, vous puissiez transformer une société selon votre vœu, il faut que cette société soit préparée à être transformée comme celle-là et disponible, hospitalière à ces changements. Il faut donc mener une bataille culturelle, une bataille sur les esprits, sur ce que l'on conçoit être bon ou mauvais, mais vouloir changer une société qui, en tout point, ne partage pas vos valeurs, suppose qu'à un moment, vous serez obligé d'utiliser la force et de la contrainte. Je vais prendre un exemple très précis qui me concerne. Quand en 2017, je défends le revenu universel d'existence, je le défends dans une société qui n'est absolument pas prête
à accueillir cette idée qui remet en cause la conception qu'elle a du travail, valeur centrale dans nos sociétés. En 2022, cette question aurait été adressée, je pense qu'elle aurait eu un autre accueil. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, on a pu expérimenter le fait qu'on ait besoin de revenus dans des périodes où on ne travaille pas. Entre-temps, on a vu que nos sociétés pouvaient être mises entre parenthèses avec le confinement et qu'il fallait imaginer des modes d'organisation ou de rémunération ou de distribution des revenus, de répartition de la richesse qui soient différents de ceux qui reposent seulement sur le fait que vous ayez un emploi. On a commencé à réfléchir au fait que le travail, c'était peut-être pas que l'emploi, qu'on travaillait aussi quand on était bénévole, mais pourtant ce travail n'était pas rémunéré, qu'on travaillait aussi quand on était parfois à la maison, mais que ce travail, on ne le nomme pas travail, même si on l'appelle travail, mais qui n'est pas reconnu comme un travail qui suppose une rémunération. Et toute cette réflexion a conduit à ce que, jusqu'au pape François, cette année, dans l'année dernière, décide de se prononcer, lui, pour une forme de revenu universel qui n'est pas exactement, en l'occurrence celle que moi je défends, mais qui fait bouger les lignes, notamment, et je le dis ici encore, avec encore plus en soulignant le point, parce que la question de notre rapport au travail est très liée au christianisme. La conception judéo-chrétienne du travail est très différente de celle qu'avaient les Grecs du travail. Et s'il faut, et alors entre protestants et catholiques, c'est encore différent. Et c'est intéressant de voir que sur ce rapport au travail, est-ce que travailler, c'est finalement honorer Dieu? Est-ce qu'on peut aussi voir dans le travail des formes d'oppression ou de soumission des individus qui sont incompatibles avec les textes des évangiles? Aujourd'hui, sur la doctrine du travail, même une institution comme l'Église évolue, et c'est intéressant de voir qu'elle évolue. Alors est-ce qu'en 2022, les Français auraient voté pour le candidat du revenu universel, ce qu'ils n'avaient pas fait en 2017, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire qu'aujourd'hui, cette bataille culturelle, elle amène à gagner des positions que nous n'avions pas gagnées en 2017. Donc la bataille culturelle, conquérir l'hégémonie culturelle, c'est faire en sorte que les individus, sans la contrainte, soient disposés, hospitaliers, au type de projets qui sont les vôtres et qui justifient ou motivent votre engagement. Antonio Gramsci. 5e personne que je voudrais vous citer, c'est Emma Goldman. Emma Goldman, elle est née en 1870 en Russie. Elle migre vers l'Amérique du Nord. Et elle devient une militante anarchiste, féministe acharnée. Elle est baptisée, en l'occurrence, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas nommée par Hoover, le grand architecte du FBI, la femme la plus dangereuse d'Amérique du Nord. Emma Goldman, elle a des engagements qui sont des engagements très forts pour l'union libre. Elle ne croit pas d'ailleurs, elle ne fait pas du droit de vote des femmes une priorité. Elle est sur d'autres combats féministes, mais elle se bat contre le patriarcat. Elle est très engagée, mais elle dit quelque chose qui pour moi est précieux pour toutes celles et ceux qui veulent changer radicalement le monde. Elle a une petite phrase, elle dit: If I can't dance, this is not my revolution. Si je ne peux pas danser, ce ne sera pas ma révolution, ça n'est pas ma révolution. En clair, s'il n'y a pas de la joie à la fin et pendant, si votre révolution nous promet un monde dur, triste et pas moins totalitaire que celui qu'on quitte, ça n'est pas ma révolution. Il doit y avoir de la joie dans l'engagement. S'il n'y a que de la tristesse, c'est comme Sisyphe heureux tout à l'heure, s'il n'y a que de la tristesse, eh ben, les hommes et les femmes tristes ne peuvent pas préparer un monde meilleur demain. Soyons clairs. Et dans cette petite phrase, si je ne peux pas danser, si je ne peux pas être joyeuse, ça n'est pas ma révolution. Elle, d'abord, elle ferme, elle claque le beignet de pas mal de ses petits camarades de l'époque qui devaient être quand même bien tristes aussi. Et elle devait s'adresser à quelques-uns des hommes autour d'elle. Mais elle nous offre aussi une leçon pour nous. C'est qu'il ne faut jamais perdre de vue que l'engagement doit viser le mieux. Et dans le mieux, il y a forcément de la joie, il y a forcément du plaisir. Et même pour ceux au présent, ça ne peut pas que être « Ok, c'est triste maintenant, mais je vous assure, après, ce sera heureux, ce sera joyeux, on vous promet, peut-être pas pour nous, mais pour les autres. » Il faut de la joie au présent pour qu'il y ait, pour que les causes valent véritablement le coup. Et enfin, la dernière personne que je voudrais vous citer, elle était sur France Inter encore ce week-end. C'est un philosophe, pour moi un des philosophes vivants les plus remarquables. Il est français, c'est François Julien.
et qui a beaucoup réfléchi parce qu'il s'est intéressé à la civilisation orientale, il a réfléchi à ce qui était justement, il se rapproche à mon avis en termes de pensée de quelques écrits de Camus, en tout cas dans les réflexions qu'il a, mais François Julien, il a réfléchi à ce qu'on appelle les transformations silencieuses. Il dit c'est fascinant de voir comment en Occident, pour nous, où une chose est liquide, où elle est solide. Mais on ne pense pas le passage du solide vers le liquide ou l'inverse. Ce que les civilisations orientales font davantage. Et il dit, à force de ne pas penser les transformations, on se surprend qu'à un moment, un morceau de la banquise se décroche, alors qu'en fait, c'est le résultat d'une érosion liée à des modèles de développement, qui sont des modèles de développement qui sont en train d'attaquer, chaque jour un peu plus, le vivant. Et je crois que c'est pour nous réapprendre une chose essentielle. C'est le rapport que l'on a au temps. L'engagement, si c'est un engagement de tous les jours, il n'est pas moins important que l'engagement de long terme. Mais l'engagement de long terme, c'est-à-dire dire, OK, j'accepte que ce que je fais aujourd'hui n'aura pas de résultat à la minute plus une, c'est essentiel. Parce que sinon, si on attend finalement d'être rémunéré ou que l'engagement soit immédiatement rentable, pour prendre un mot, ou profitable, on se trompe de combat. Et ce que nous propose François Julien dans sa pensée, dans sa réflexion, quand il nous amène à réfléchir aux transformations silencieuses, celles qui s'opèrent autour de nous, aussi sûrement que nous vieillissons nous-mêmes, et d'essayer de vivre avec cela en harmonie, il nous amène à nous réconcilier, ou nous invite à nous réconcilier avec le moyen et long terme. Et qui est une question absolument centrale, notamment pour vos générations, tant finalement cette notion du long terme a été totalement oubliée, sinon délibérément enfouie par les générations qui vous ont précédé. Et je pense évidemment à la question écologique. Donc voilà, Camus, Glissant, Gramsci, Parkes, Goldman et Julien, 6 figures qui continuent de m'inspirer. Julien, c'est une découverte récente. Moi, je pense que les lectures ou les rencontres sont toujours importantes dans l'engagement, mais qu'on ne vient pas de nulle part. Ça fait partie de ces identités rhizomes et que c'est important de se rappeler cela et d'essayer d'être aussi dans notre engagement continuateur ou continuatrice de ce qui nous a précédés. Voilà, chez Singa, on essaye de faire ça aussi, collectivement, par une organisation bénévole et des salariés, modestement. Et si vous voulez un jour venir partager ces expériences avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez rencontrer un certain nombre de celles et ceux qui sont passés par nos incubateurs avec plaisir. Mais en tout cas, mille merci pour l'attention que vous m'avez accordée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence très inspirante. Et je vais tout de suite laisser la parole à nos apprentis journalistes. On va peut-être le laisser respirer 2 secondes et puis ça va ? Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup Benoît Hamon pour tout le temps que vous nous accordez aujourd'hui. Donc vous avez devant vous 4 dignes représentants de la licence Information et Communication à la Cato. Vous avez donc Marie, David, Inès et moi-même, Marin. Et nous avons quelques questions à vous poser. Et principalement, en tout cas pour commencer, on voulait s'intéresser en tant qu'apprenti journaliste à tout ce qui a touché au langage, au vocabulaire, et notamment à la dénomination. Par exemple, comment appelle-t-on un migrant ? Est-ce que ce terme est adapté ? Et plus généralement, comment Singa s'engage dans cette guerre des mots pour lutter notamment contre cette stigmatisation orchestrée, par exemple, comme des termes comme grand remplacement. Merci de ne pas parler politique. Hein. Donc je vais m'efforcer de répondre à cela sans aucune référence à ce qui se passe. Bon, si je fais des grimaces, vous saurez à qui je pense. Hein. Ça s'appelle le body language. Nous, on parle de nouveaux arrivants. Pourquoi ? Parce que migrants, ça déshumanise considérablement.
En fait, quand vous regardez sur Google, vous tapez migrants, quand vous regardez les occurrences liées à migrants, vous avez ou des images de gens en nombre sur des bateaux, mais vous avez des nombres. Vous n'avez guère de plus de personnes et on oublie que derrière chacune de ces personnes, il y a des chagrins, des désirs, des remords, des envies, des projets. Et c'est la raison pour laquelle nous, on refuse de résumer une personne à sa trajectoire migratoire. Parce qu'en fait, migrant, ça peut vous tomber dessus. Et en fait, on ne choisit pas, ou on choisit rarement un jour dans sa vie de dire « Tiens, je vais être réfugié ». On peut faire le choix de l'exil, mais être résumé à ce moment où on va passer d'un territoire à un autre, même si ce moment est long, même si ce moment va être fondateur d'une part de votre identité, parce que les épreuves que vous allez y croiser vont vous forger des compétences, des aptitudes, un caractère, on refuse, nous, d'enfermer les personnes, les nouveaux arrivants, derrière le qualificatif migrant. Pour une autre raison, de surcroît, c'est qu'il y a une hiérarchie implicite dans ce langage-là. Migrant, c'est pas le bon, parce qu'il est économique, il vient là pour des raisons qui sont des raisons dont on peut douter qu'elles soient bonnes. Réfugié, c'est parce qu'il est opprimé, c'est parce qu'il est victime de violence et qu'on lui a accordé l'asile. Donc il y aurait le bon migrant, le réfugié, et le mauvais migrant qui viendrait pour des raisons économiques. Donc nous disons nouveaux arrivants. Et une des choses que disent les entrepreneurs qui passent chez Singa, c'est... moi-même, j'ai encore le réflexe de dire... Voilà, je vous présente Roussavar, il est réfugié iranien, et il dit, tu ne peux pas arrêter de dire que je suis réfugié iranien. En réalité, je suis entrepreneur, j'ai fait ce projet-là, j'existe à travers ce projet-là. Après, on peut parler du fait que j'ai été, en l'occurrence, Roussavar, c'est le président de Singa, donc c'est pour ça que je le vois tous les jours. Donc ça l'agace quand je lui dis qu'il est réfugié politique iranien, pas quand on en parle entre nous, mais à 95%, il rejette le fait d'être présenté ainsi, en disant oui, j'ai fait ce chemin-là, mais ma vie aujourd'hui, c'est ce projet que je porte, c'est cette femme ou cet homme que j'ai rencontré, c'est ces enfants que j'ai faits, et ne me ramenez pas à ma trajectoire migratoire toute ma vie. Et pour nous, c'est important de parler donc de nouveaux arrivants et de dire que, comme on vient de faire une campagne, All Refugees Matter. Il n'y a pas de... Tous les réfugiés comptent, tous les nouveaux arrivants comptent, et on ne commence pas, nous, à trier les bons et les mauvais. Après, il revient aux États, selon leurs lois, de décider si tel ou tel individu peut rester sur le territoire selon des actes délictueux qu'il aurait commis. Mais ça appartient au droit commun. Mais au moment où on arrive, nous, on refuse cette distinction. Donc, voilà comment nous, on mène la bataille culturelle et la bataille des mots en parlant de newcomers et de nouveaux arrivants. Très bien. Ça va. Et concernant justement ces nouveaux arrivants, comment apprennent-ils à connaître Singa, ou comment Singa apprend à accueillir, ou en tout cas à repérer ces nouveaux arrivants pour pouvoir les aider dans un second temps? Bon, il faut savoir qu'il y a énormément... L'écosystème des associations, organisations qui sont en lien avec les nouveaux arrivants, il est très riche et on se parle tout le temps. Pour faire vite, si au siège de Singa, qui s'appelle Kiwanda, il y a un nouvel arrivant qui vient nous voir et nous dit j'ai un problème de formation ou je voudrais travailler le français, nous on l'oriente vers telle ou telle organisation, les gros, France Terre d'Asile, l'accès au droit à la CIMAD ou des plus petites organisations de notre taille, et il y a une très belle solidarité ou des liens quotidiens entre nous qui font que on n'a pas de problème, comme on dirait désormais, de sourcing, c'est-à-dire on rencontre tous les jours de nouveaux arrivants, et la plupart du temps, quand ils viennent chez nous, ils viennent parce qu'ils ont été dirigés par d'autres, et en sachant pertinemment que chez nous, ils y trouveront ou des solutions pour l'hébergement citoyen, ou des solutions en matière d'entrepreneuriat. Ce qui ne veut pas dire qu'on les chasse quand ils demandent autre chose, et qu'il y a toutes nos activités que j'ai dit communautaires de création de liens, auxquelles, alors là, tous peuvent s'inscrire, toutes et tous peuvent s'inscrire sans aucune difficulté, mais voilà, les rencontres se font assez simplement. Singa aujourd'hui, en France, c'est Paris-Île-de-France, Marseille, Montpellier, Grenoble, Valence, Saint-Étienne, Toulouse, Bordeaux, où nous nous installons, avec j'accueille Rennes et Nantes bientôt, Lille,
Donc c'est maintenant une grosse organisation et où ces nouveaux arrivants peuvent trouver, en tout cas, des personnes avec qui se lier là-bas. Alors je vous donne une anecdote, je vous la donne parce que vous avez comme ça. Par exemple à Marseille en ce moment, quand vous avez 25 ans, que vous êtes un nouvel arrivant, vous êtes un garçon ou une fille, la question des relations amoureuses, elle se pose. Surtout à 20-25 ans, on y pense parfois même beaucoup aux relations amoureuses. Et nos équipes à Marseille sont à 80% féminines. Et parmi les nouveaux arrivants, il y avait beaucoup de jeunes hommes qui leur ont demandé « Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il ne faut pas faire quand on veut séduire une femme ? C'est quoi les codes amoureux ? Parce est-ce qu'on est obligé, nous, de boire de l'alcool si elles boivent de l'alcool ? Est-ce qu'on peut suivre quelqu'un la nuit ? Donc là, plutôt non. Mais pour vous dire quoi ? C'est que l'interculturalité, c'est quoi ? C'est qu'on arrive chacun avec les codes de nos cultures, et encore dans une région comme en France, on ne fait pas le même nombre de bises, on ne fera pas exactement la même chose, notamment même en matière de code amoureux et de séduction. Donc là, je vous parle de ce qui est la relation la plus intime, là où on n'a pas envie de se planter. Et l'effort que nous, on essaye de faire, c'est justement de créer les conditions que pour qu'un sujet comme celui-là, comme tous les autres sujets, fasse l'objet d'un échange et qu'on ne soit pas seulement en situation de transmettre nous, mais aussi en situation de recevoir. On n'a pas le même rapport au respect. Qu'est-ce qui est irrespectueux et qui ne l'est pas ? On n'a pas le même rapport au bien et au mal. On n'a pas le même rapport au temps. On n'a pas le même rapport au travail. Donc toutes ces choses-là, ça fabrique de l'interculturalité. Et vous allez le croire ou pas, je vous demande de le croire puisque ça marche. En tout cas, dans nos incubateurs, où on peut avoir des promotions avec des gens venus de Syrie, d'Afghanistan, d'Érythrée, du Soudan, d'Albanie, ça marche. Ça marche. Et ces gens-là travaillent ensemble. Merci pour la réponse. Ça marche ou pas ? Oui. Pour la réponse, Monsieur Hamon. Et pour rebondir un peu sur cette question d'interculturalité, vous avez beaucoup parlé d'appartenance et parlé aussi de la question de l'identité nationale qui pour vous n'a pas de réponse. Est-ce que donc vous pensez que cette question de l'identité nationale dessert au lien social que vous voulez promouvoir à Singa ? Pas d'identité nationale. Hein. Je pense que l'identité nationale, c'est une construction. Et qu'il y a une identité. On pourra, sur l'identité française, on se mettra d'accord sur quelques fondamentaux, puis après on va commencer à avoir des désaccords sur quelle est la place de la Révolution et de la République dans l'identité de la nation, quelle est la place de la religion catholique dans l'identité française, quelle est la place du féminisme ou de l'universalisme dans l'identité française, quelle est la place de la colonisation et de la mission civilisatrice, je mets des guillemets là, de la France au nom de la République. Là, on va avoir des débats. Et l'identité française, personne n'est capable de la poser en disant « ceci est l'identité, le bloc identitaire français indiscutable et immuable ». Ça n'est qu'une construction à chaque fois. Parce qu'il n'existe pas ce bloc-là. On peut avoir des points d'accord et on aura des points de désaccord. Donc moi, ce que je dis, c'est que je ne rejette pas le fait qu'on puisse se dire français. Moi, pour vous assurer, je suis très fier d'être français. Et j'ai jamais eu comment dire, il y a des fois, je ne dis pas que je n'ai pas honte de ce qu'on a pu faire au nom de mon pays. Mais ça, c'est autre chose. Mais je me sens très fier, sinon, d'appartenir à la nation française. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une construction. Et c'est important de le dire parce que sinon, je vous le dis, on rentre, si on pense qu'il y a un bloc et que ce bloc détermine qui sont les vrais et quels seraient les faux, c'est le début de la guerre civile. S'il y a des vrais Français ici, ou qui se pensent vrais Français, et qui donc pensent... Déjà, le fait qu'ils se le disent font que je suis forcément un faux Français. Hein, je vous le dis, parce que je ne vais pas être d'accord du tout. Et donc là, c'est fini. Vous savez, la démocratie, c'est se mettre d'accord sur nos désaccords. C'est comme ça qu'on vit ensemble. On n'est pas d'accord sur tout, mais on va se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer à cheminer.
Et c'est à l'intérieur d'une nation qu'on peut le faire, ça, notamment. Il y a un contrat qui nous lie. Et je crois que c'est important de remettre les choses à leur place. Mais, pardon, hein, moi j'adore le bleu, blanc, rouge. Vendredi, il y a un match de rugby, je vais être comme un dingue et je vais chanter tout bêtement devant mes filles, effarées la Marseillaise devant ma télévision. Mais je dis, l'identité, c'est une construction. Très bien. Donc ensuite, pour revenir dans la démarche de Singa, qui cherche vraiment à se préparer au futur et surtout à accueillir et à intégrer donc, toutes les populations qui viennent des pays touchés par la guerre et même bientôt par le réchauffement climatique. Donc je voulais revenir sur toute cette question écologique. Est-ce que la démarche de Singa est vraiment purement humanitaire ou prend-elle en compte aussi les préoccupations écologiques futures ? Bon, c'est une belle question. Je vais vous faire un test. Quel est, selon vous, le premier flux migratoire au monde ? D'où les gens viennent et où vont-ils ? 15% des migrations, aujourd'hui, actuelles, internationales. Hein. Je parle des migrations internationales. Il faut savoir que quand on parle des migrations selon les Nations Unies, la direction des populations des Nations Unies, on parle d'1 milliard de personnes qui se déplacent, dont 740 millions sont des déplacés internes. Déplacés internes, c'est dans l'essentiel les pays continents. Mais si on parle des migrations internationales, on tourne autour de 260 à 270 millions de personnes. Quel est le premier flux migratoire ? D'où part-il et où va-t-il ? Le truc genre, Hamon nous fait une interro en plus. Je préviens, c'est noté. Hein. En fait, c'est interne à l'Europe. Le premier flux migratoire, il est interne à l'Europe. Ce sont des déplacements de population facilités par la libre circulation, mais 15% des flux migratoires mondiaux sont des déplacements internes à l'Europe. Le deuxième flux migratoire est un flux migratoire qui concerne les personnes qui quittent l'Amérique latine et les Caraïbes vers l'Amérique du Nord. Le troisième flux migratoire est un flux migratoire à l'intérieur du monde arabe et du monde arabo-musulman de circulation. Le quatrième flux migratoire, vous voyez, on n'a toujours pas celui qui nous occupe l'esprit. Hein. Le quatrième flux migratoire est un flux qui va de l'Asie vers le monde arabe, et on pense notamment à toute l'immigration de travail des pays d'Asie vers le Golfe, ou les pays qui aujourd'hui sont en forte croissance et vivent. Le Qatar, par exemple, c'est 84% de personnes étrangères sur son sol. Donc ça vous donne un ordre d'idée de la manière dont fonctionnent ces pays. Et le cinquième flux migratoire, il est à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, entre pays d'Afrique subsaharienne. Donc sur les 5 premiers, il n'y a toujours pas le flux auquel on pense. Or, ces 5 flux migratoires dont je vous ai parlé rassemblent la moitié déjà des migrations internationales. Et pourquoi je vais arriver à l'écologie, mais je voulais vous le dire ça, parce que, en fait, quand on pense migration, la perception qu'on en a est assez éloignée du phénomène tel qu'il existe. Mais surtout, quand on interroge, il y a une enquête que je vous invite à voir sur Internet qui est faite depuis 2010 par l'Institut Ipsos et un partenaire, ça s'appelle Ipsos Steria, et leur enquête, c'est les périls de la perception. Et ils posent des questions à des panels de personnes dans plusieurs pays dans le monde, et une question sur combien y a-t-il de musulmans dans votre pays, par exemple, ou combien y a-t-il d'étrangers dans votre pays, et ils comparent le réel avec la perception. En France, selon vous, de la dernière livraison de l'enquête Ipsos Steria, à la question sur 100 personnes habitant en France, combien y a-t-il d'étrangers nés à l'étranger, qui ne sont pas de nationalité française, quel est le pourcentage qu'ont répondu les Français ? Combien sur 100, les Français répondent et ils disent, je ne sais pas, il y en a 10, il y en a 50, combien ils ont... Et ils ont répondu, alors pas loin, ils ont répondu 27. C'est-à-dire, je ne sais pas qui a dit ça, voilà, 15 points de plus que la réalité. Et on retrouve cette même distorsion dans tous les pays. Dans d'autres, c'est absolument incroyable. Par exemple, en Turquie, au Mexique ou en Chine, on a des distorsions encore plus énormes entre la réalité et la perception qu'on a d'un phénomène. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mépriser cette perception-là. Si elle existe, c'est toute la différence entre le relatif et l'absolu. Si je perçois que cette réalité existe, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une donnée
dans le débat public. Et donc il faut évidemment en tenir compte. Mais il faut aussi s'attacher quand même, et c'est ce que nous on essaye de faire, à remettre les choses à leur place. Il n'est pas aujourd'hui normal que cette question des migrations ait pris le tour qu'elle a pris dans le débat public, chez nous, ailleurs, au point que ça devienne l'alpha et l'oméga des discours médiatiques, politiques, et que surtout ce soit le prétexte à un grand désordre des esprits, un grand tourment pour beaucoup. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de poser ces réalités-là. Parmi les futures réalités que vous évoquez, il y a les déplacés climatiques. C'est très difficile de dire combien seront-ils, puisque en fait, on se base sur à la fois les rapports du GIEC, sur les outils de prévision des Nations Unies. La Banque mondiale a évoqué, à échéance de 2050, près de 216 millions de déplacés climatiques. Et attention, là encore, on est persuadé que ce sont des gens qui viennent des zones chaudes vers les zones tempérées. Mais en réalité, beaucoup des déplacés climatiques le seront à l'intérieur des pays, et notamment des pays victimes des submersions de leurs zones côtières. Et regardez les prévisions pour ce qui concerne l'Europe et la France, et vous observerez qu'en réalité, les déplacements de population, nous allons les connaître à l'intérieur de notre propre pays. Et vous le voyez, vous l'anticipez très bien par le fait que, d'ores et déjà, c'est un petit signal qui devrait alerter nos concitoyens, des compagnies d'assurance commencent à appliquer des primes pour assurer des logements ou des résidences dans certaines zones du littoral français, voire même à dire ça ne sert plus à rien d'assurer là parce qu'on est sûr que ça va finir sous l'eau, qui montre que ce phénomène-là est anticipé par des acteurs économiques qui considèrent qu'aujourd'hui le danger est réel. Donc en fait, les déplacés climatiques, il y aura des Français, quelle que soit leur origine d'ailleurs, mais qui sont proches des zones côtières si on ne met pas en place des stratégies ou pour déjouer le réchauffement ou pour s'adapter aux conséquences de la montée du niveau des mers. Donc Singa, nous, qu'est-ce qu'on dit là-dessus ? On essaye de dire ce que je viens de dire. On essaye de mettre des chiffres, des réalités, et de rappeler que l'essentiel des déplacements de population se font à l'intérieur des pays et pas d'un pays vers l'autre. Mais qu'ils se fassent à l'intérieur ou d'un autre pays, est-ce que vous pensez que Singa sera prêt à assumer cette conséquence, ou en tout cas, est-ce que vous pensez déjà à des futures migrations, même bien qu'elles soient intrinsèques au pays ? Est-ce que vous y pensez déjà, en fait ? Alors oui, alors nous, on est une ONG, hein, on n'est pas la France. D'organisation. Non, écoutez, moi, Emmanuel Macron, si j'avais été élu, je vous répondrais différemment, mais ça n'a pas été le cas. Et ce que je veux dire, c'est que comme ONG, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On essaye de peser par le plaidoyer auprès des institutions européennes, des autorités nationales et locales, pour qu'elles tiennent compte du fait que les migrations sont un fait aussi vieux que l'humanité. Et que les sociétés les plus inclusives sont celles qui réussissent le mieux. Ça, c'est abondamment démontré. Il y a une documentation grosse comme ça pour montrer que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui sont les plus inclusives, que les économies qui sont les plus performantes et les plus innovantes sont celles qui sont les plus inclusives. Sauf que ce discours-là est difficile à entendre. 43% des entreprises de tech en Allemagne sont créées par des migrants, des nouveaux arrivants. Vous voyez, moi-même, je fais par des nouveaux arrivants. 43% des entreprises de tech. La moitié, presque la moitié, entre 40 et 50% des entreprises du Fortune 500 aux États-Unis ont été créées par des nouveaux arrivants ou leur descendance. Il y a un enjeu fondamental à être inclusif. Ce que nous savons moins bien faire, en dépit du fait que nous sommes universalistes et que nous avons la République chevillée au corps, c'est faut faire attention au moment où le mot République est un mot qui chante plus qu'il ne parle. Parce que ça chante, la République. L'universalisme, ça chante. Mais quand vous faites tous les jours l'expérience de la discrimination plutôt que celle de la fraternité, quand vous faites l'expérience de l'inégalité plutôt que de l'égalité et de la contrainte plutôt que de la liberté, ça chante, mais ça chante mal en plus. Et ça ne vous parle absolument pas. Et c'est pour ça que quand on regarde, nous, les différences qui peuvent exister dans l'accès à l'emploi ou l'entrepreneuriat entre les nouveaux arrivants dans des pays autour de la France et la France, on voit qu'on a là une question qu'il faut qu'on résolve ensemble. Sur l'apprentissage de la langue, sur l'accès au droit, sur l'accès au logement, à l'éducation, à la santé, on est moins bon. Alors des fois, pas tout le temps. Ça dépend aussi des territoires, de la richesse du tissu associatif, des conditions dans lesquelles sont placés les gens. Mais quand on fait des moyennes, on est moins bon. En moyenne, on est moins bon.
Donc c'est un gros enjeu que d'être inclusif et que de travailler à ce qu'on comprenne tous que c'est une des clés pour la réussite aussi économique de notre pays. Vous avez dit, on est une ONG, on n'est pas la France. Mais est-ce que, du coup, la politique traditionnelle, en fait, délaisse certains sujets? Est-ce que c'est forcément à des associations, à des ONG, à d'autres de prendre le relais? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Alors oui et non. Non, je ne crois pas qu'il faille s'en inquiéter. C'est formidable que des associations s'organisent et que des citoyens s'organisent sur une question qui leur est essentielle et s'organisent pour agir. C'est formidable que ces associations soient là pour finalement combler les trous dans la raquette quand ils existent. C'est un problème si nous le faisons en lieu et place de la puissance publique quand cela relève des missions de service public. Là, ça devient un problème. C'est un problème si nous sommes empêchés de le faire quand il s'agit pour nous d'appliquer la Convention de Genève par la puissance publique. Quand SOS Méditerranée recueille des gens en mer, ils le font non pas au nom de la générosité, hein. Leur plaidoyer, ils ne parlent pas de ça. Hein. Ils parlent du droit international de la mer, que nous sommes censés, nous, comme État, respecter. Quand nous n'ouvrons pas nos ports à ces bateaux-là, nous nous mettons en infraction avec des textes qui sont des textes qui forgent le droit international. Donc là, les ONG, elles sont importantes. Elles sont importantes aussi parce qu'elles sont parfois en conflit avec les autorités publiques. Alors, nous, on est en démocratie, donc on n'est pas... je veux dire, être militant d'une ONG en Russie en ce moment et aller manifester contre la guerre en Ukraine, c'est autrement plus exposé que celui des bénévoles de chez Singa. Mais on peut agir parfois en complémentarité avec la puissance publique. Il nous arrive, indiscutablement, d'agir parfois malgré elle, en dépit d'elle, et un peu contre elle quand elle fait preuve de mauvaise volonté, même en France. Donc voilà, oui et non, je suis désolé, mais ce doit être, selon moi, un grand encouragement à s'engager et à se battre pour des causes qui nous semblent nobles. C'est-à-dire, si on attend que ça tombe d'en haut... Est-ce qu'on en attend trop des politiques traditionnelles ou non, il y a quand même beaucoup de formes d'engagement. Moi, je crois qu'il y a. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui en France. Moi, je pense qu'il y a deux mouvements. Après, je ne rentre pas dans un débat avec vous là-dessus parce que en fait, il y a un taser là. Et je ressens j'ai un taser qui me donne envoie des décharges électriques si j'évoque l'élection présidentielle. Mais donc je ne rentrerai pas dans le fond des deux débats qui suivent, mais qui me semblent démontrer que les citoyens s'organisent, font monter des sujets et obtiennent des résultats sans le secours ni d'un parti, ni d'un syndicat, ni de l'État. Les marches climat. Elles sont le relais de textes scientifiques, d'un consensus scientifique, mais les mobilisations climat, qui sont des mobilisations massives, puissantes, qui ont considérablement aidé à ce que l'Union européenne adopte, même si on n'est jamais assez satisfait, des textes en matière de taxonomie verte, c'est-à-dire d'obligation pour les entreprises de mesurer l'impact écologique de certains nombres de leurs activités et d'être jugées au résultat là-dessus, le cas échéant sanctionnées. Elles ont dicté à bien des égards l'agenda politique, et ce sont ces marches-là. Je veux dire, Greta Thunberg, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a fait 10 fois plus que tous les ministres de l'écologie européens pour la cause dans les dernières années. Alors après, on l'aime ou on l'aime pas. Mais ce qu'elle a déclenché, les mobilisations dans la jeunesse, sont considérables. Moi, donc premier exemple. Le deuxième exemple qui concerne la France, c'est le mouvement MeToo, mais féministe en général, sous toutes ses formes. C'est la sortie de l'impunité dans laquelle nous étions depuis des années et des années. Moi, je témoigne, je suis un homme, j'ai plus de 50 ans, ça me fait mal de le dire, mais je ne vais même pas oser dire, bon, j'ai 54 ans, et voilà. Et donc, ce mouvement-là,
m'a amené, comme beaucoup d'autres hommes, je l'espère, ou je crois, j'en suis même sûr, à nous interroger sur la façon dont nous vivions nos relations avec des femmes dans le travail, nos relations de séduction, des relations de domination. Et ce que je trouve, moi, très intéressant, je vais vous dire, dans mes engagements récents, alors, moi, j'ai compris une chose, il y a 2-3 ans, que je vais vous partager, que je n'avais pas vu et que je n'avais jamais perçu. Et c'est ce mouvement-là qui me l'a fait percevoir. C'est que dans nos sociétés, l'homme blanc de 50 ans, c'est la valeur neutre. C'est qu'on est capable, sur les plateaux de télé, de parler de tout. On est les généralistes, nous. Et on parle de tout. On peut faire un débat sur les femmes voilées sans femmes voilées. On peut faire un débat sur l'engagement religieux sans aucun d'entre nous qui croit. On peut faire un débat sur la discrimination à l'égard des personnes noires sans un seul noir autour de la table. On peut parler de tout. Mais personne ne suppose qu'on est parti pris. Et si il y a 3 hommes blancs et une femme noire, on va dire, débat, admettons, sur la question des discriminations à l'égard des personnes noires, on va dire, oui, mais vous êtes noir, vous êtes un peu parti pris. Alors que les hommes blancs, nous, à 50 ans, on est parti pris de rien. Fascinant, on est le neutre dans nos sociétés. Et en fait, quand on comprend qu'on n'est pas le neutre, qu'on est surreprésenté dans l'espace public, surreprésenté dans les espaces de pouvoir, et qu'effectivement on charrie aussi des intérêts qui sont liés à ces positions de pouvoir, quand on comprend cela, on revisite aussi la manière de penser la démocratie, la manière de penser le pouvoir, la manière de penser ses relations avec les autres, pas simplement les femmes en tant qu'hommes, mais les autres. Et je crois ça important. Qui m'a fait découvrir ça 2 personnes, je pense qu'il y en a une, je ne sais même pas si elle n'a pas eu un problème avec vous. Alice Coffin, quand j'ai lu son bouquin, hein, il y a eu un sujet, non? Mais j'ai lu son livre. Ouais. Non, mais j'ai lu son livre et que j'avais jamais lu sur ces questions-là. Et je trouve que c'est intéressant sur ce point-là. Et Lilian Thuram sur la pensée blanche. Ils ont le même point de vue sur le neutre. Et c'est intéressant de se poser cette question. Est-ce que je suis neutre ou pas? Et moi, je me suis rendu compte que ce que je croyais être une position naturellement de ma place, finalement assez neutre, assez consensuelle, c'était peut-être pas si neutre que cela. Et je trouve que c'est important. Et c'est le mouvement social, en tout cas un mouvement citoyen, qui nous a permis de faire bouger les lignes là-dessus. Qu'on soit d'accord en détail ou pas avec les personnes que j'ai citées. Alors merci de votre réponse. On voulait finir cette notion de l'engagement par rapport à son évolution. Dans un contexte où finalement on note une certaine individualisation de cette notion d'engagement, on a retenu des chiffres et 55% de personnes interrogées à un sondage répondent que finalement l'engagement répondrait à une ligne de conduite individuelle. Et vous, justement, par rapport à ces chiffres, comment percevez-vous finalement l'avenir de l'engagement? Et est-ce que vous pensez que l'engagement collectif est amené à disparaître? Donc, pas du tout, mais bon, qu'est-ce que c'est un engagement individuel? Est-ce que, alors ça veut dire c'est la part qu'on prend à une cause, mais dès lors que quelqu'un d'autre que l'on croise partage la même conviction, ça devient déjà un engagement collectif. Donc moi, ce que je comprends, c'est que si l'engagement, c'est simplement dire « je suis d'accord, je signe une pétition, je suis d'accord, c'est bien ce qu'ils font, mais je reste très très loin, en gros, de tout cela », il y aurait finalement une sorte d'engagement un peu faible, quoi, ou très low profile, comme on dirait. Et ce ne serait pas un vrai engagement individuel. En même temps, un engagement individuel, ça ne suppose pas de se lever à 6 h le matin et de se coucher à 1 h du matin pour faire du bénévolat, se tuer à la tâche et être dédié toute sa vie et seulement à cette seule cause. Donc, moi, ce que je crois, c'est que les engagements collectifs, ils sont importants parce que c'est ce qui donne de la force. C'est ce qui permet de faire la bascule, la bataille culturelle. Il faut convaincre d'autres. Mais qu'effectivement, vous serez toujours jugé à un moment sur ce que vous faites vous. Et c'est le courage de Rosa Parks. C'est qu'il n'y a pas de lutte pour les droits civiques sans Rosa Parks. Mais il n'y a pas de victoire du mouvement de Martin Luther King sans les foules qui le poussent derrière. Et donc,
moi, je n'oppose pas l'un à l'autre. Et bon, ça, c'est le problème des sondeurs, c'est qu'ils sont obligés de poser des questions. C'est leur métier, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc, mais des fois, le problème de ces questions, c'est qu'elles compartimentent un peu les sujets. Et je crois qu'il ne faut pas opposer engagement individuel et engagement collectif. Moi, après, on peut s'engager tout seul pour quelque chose. Mais bon, on peut même être très heureux de ça. Hein. Mais il y a une limite à tout ça. C'est que quand ensuite on interroge finalement le sens que cela a eu, peut-être qu'on risque au terme de sa vie, si votre engagement n'a été qu'un engagement solitaire, de ressentir une immense frustration. Vous abordiez tout à l'heure la notion d'engagement à long terme. Est-ce que vous pensez que finalement les médias aujourd'hui, par l'agenda médiatique, finalement séquencent notre engagement, ou plutôt que nous ne sommes pas finalement victimes ou conditionnés par cet agenda médiatique dans nos façons de nous engager aujourd'hui? Alors oui, mais bon, je ne vais pas verser dans le délire complotiste. Parce que tout ce qu'on nous dit est faux, bien sûr. Moi, je suis témoin, j'ai été ministre, j'ai raconté que des mensonges. On avait une réunion pour savoir comment on allait mentir aux gens tous les matins. Bon, je peux même vous raconter des anecdotes. Où on a, nous, comme ministre, moi j'ai été ministre à l'époque de la viande de cheval. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Où vous mangiez tous du cheval en étant persuadé que c'était du bœuf. Et donc, c'est posé la question, est-ce qu'on ment aux gens ou est-ce qu'on leur dit la vérité? Bon, on a dit la vérité en l'espèce. De toute façon, parce que les médias avaient fait leur boulot, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui cette idée selon laquelle dès lors qu'une information passe par un canal officiel, elle est forcément fausse, truquée ou tronquée. Oui, tout le monde, en fonction de l'information qu'il donne, va donner souvent l'information qui l'arrange. Pour autant, l'information est-elle toujours tronquée? La réponse est non. Quand des journalistes font leur travail, et vous êtes capable de le reconnaître, ou de le voir, de le vérifier, la plupart du temps, c'est une information sur laquelle on peut compter. Moi, je dis, on aime ou on n'aime pas encore, mais il y a un retour du journalisme d'investigation dans ce pays depuis une dizaine d'années. Avec des enquêtes, Mediapart a été pionnier dans ce domaine-là. Mais pas que, le service public prend sa part, des médias parfois plus confidentiels, voire même des rédacs qui sont plus classiques, font des enquêtes. Ça, c'est comment vous dire, c'est extrêmement précieux. Et pitié, ne mettons pas un signe égal entre une enquête de Mediapart et un montage sur YouTube d'un type qui dit j'ai fait un documentaire, ça y est, je suis dans le Donbass, il y a un génocide. On peut être sérieux 2 secondes, tout ça. Bon, donc voilà, il y a l'époque est propice, je veux dire, aussi au grand délire sur ces questions-là. Donc moi, je prends très au sérieux cette question de l'information, de la qualité de l'information. Je suis pour le pluralisme. Et en l'occurrence, moi, ce qui me gêne, c'est quand il n'y a pas de pluralisme. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la position de l'homme blanc de 50 ans qui est omniprésent partout. Du coup, ce n'est pas une marque de pluralisme. Et le pluralisme, il est essentiel sur le service public dans les médias. Mais ce que je reprocherais aux médias, alors tous les médias, c'est qu'on ait l'insuffisance de recul par rapport à l'info. C'est-à-dire qu'une carte postale en efface une autre d'un jour sur l'autre. Et ça, c'est ne pas prendre de recul par rapport à une information qu'on nous donne, nous bombarder en permanence d'informations comme on nous bombarde d'électrons. À la fin, ça nous abrutit, quoi. Je ne crois pas que ça contribue beaucoup au libre arbitre. L'importance, par exemple, que les journalistes de médias classiques accordent à Twitter, par exemple, c'est lunaire. Lunaire. Moi, j'ai vu des rédacs se préoccuper du nombre de retweets qu'allait faire telle ou telle séquence. Et par exemple, il y a des journalistes qui vous disent ce serait bien que vous disiez surtout pas la même chose que hier dans un média. Et vous dites bah oui, mais je vais pas dire le contraire juste pour faire je pense toujours moi la même chose, quoi. Ah oui, mais si vous pensez la même chose, nous ça nous intéresse pas. Ça, je vous assure. Mais c'est pas la fibre du journaliste qui demande ça, encore qu'il y a des mauvais journalistes comme il y a des mauvais politiques. Mais c'est les rédacs aussi qui demandent ça, parce qu'il y a un modèle économique dans les rédactions. Et votre travail sera systématiquement, ou en tout cas régulièrement, pas systématiquement, dans une zone grise de conflit potentiel avec le modèle économique des journaux ou des supports dans lesquels vous travaillerez.
ou tel annonceur exige que, ou pour faire du buzz, il faut aller sur cette info plutôt que sur celle-là. Vous savez quelles sont les émissions qui ne marchent absolument pas aujourd'hui et qu'on arrête? Les émissions sur l'écologie. Ça ne marche pas. Ça ne fait pas assez d'audience. Il n'y a pas assez d'annonceurs. Pourquoi? Parce que c'est un peu déprimant. Je peux comprendre. Mais ça ne marche pas. Si vous avez un projet, genre, je vais demain sur France Inter, j'ai un super projet de chronique écolo, vous voyez ce qui est devenu la chronique écolo, qui était sur le matin sur France Inter, elle a été déprogrammée. Pourtant, on n'a pas le sentiment que le sujet climatique... mais pourquoi? Parce que fondamentalement, aujourd'hui, ça ne marche pas. Or, est-ce que ce sont des sujets qu'on ne doit pas traiter? On va tous dire, bah non, il faut les traiter. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à changer, c'est reprendre du recul, du temps et réapprendre le long terme. Je suis désolé, je suis long. Non, mais c'est passionnant, il n'y a pas de problème. Avant peut-être d'ouvrir les questions au public, je crois que vous aviez un dernier format de questions assez court. C'est ça, exactement. Allez. Alors, on voulait justement vous poser quelques questions et vous positionner finalement dans la peau, dans votre peau quand vous aviez 20 ans, justement à l'époque où vous aviez 20 ans. Et même si vous êtes encore jeune aujourd'hui. Hein, c'est là que vous mentez, là, quand même. C'est les premières démonstrations de... Et finalement, dans la peau d'un jeune de 20 ans aujourd'hui, à travers deux, trois questions, pas plus. Alors, finalement, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vous engager quand vous aviez 20 ans? Très simple, j'ai toujours dit le racisme. Moi, je suis grandi au Sénégal, je suis rentré en France, je l'ai dit, j'aurais jamais dû le dire avec ces mots, mais quand je suis rentré en Bretagne, la Bretagne, c'est ma région, j'adore. Hein, je veux finir là-bas, voilà, vous voyez comme quoi. Mais quand je suis rentré en Bretagne, j'avais grandi, il y avait toutes les couleurs. En plus, mes parents ne m'ont pas mis à l'établissement français, mais dans un établissement sénégalais avec mes frères et sœurs. Et donc, on est rentré, il n'y avait que des blancs. Et pour nous, avec mes frères et sœurs, c'était très troublant parce que on avait que des gens de notre couleur. En plus, en Bretagne, ils sont blancs parce qu'il n'y a pas de soleil beaucoup, toujours. Encore que Kersozon vous dirait qu'en Bretagne et à Brest, il pleut que sur les cons. Donc en fait, il pleut pas si souvent que ça. Mais voilà. Et donc, on trouvait que c'était très uniforme. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était une sorte de trouble lié un peu à l'uniformité du monde autour de moi. Ce qui est un trouble d'adolescent. Et un jour, j'ai dit... cette phrase que je regrette mais ce que j'avais ressenti comme adolescent, j'ai trouvé qu'il y avait trop de blancs. Et alors évidemment, je vous épargne l'utilisation qui a été faite de cette phrase sur certains réseaux sociaux. Ça y est, Hamon prépare le grand remplacement parce qu'il pense qu'il y a trop de blancs, etc., etc. Bon, je ferme la parenthèse, mais ce que je veux simplement dire, c'est que j'ai découvert que ce qui était naturel pour nous enfants, merci à mes parents de cette éducation, c'est-à-dire de ne pas faire de différence entre les Noirs, les Arabes, les Blancs, les musulmans, les cathos, ceux qui ne croyaient pas, les Juifs, et tout, en fait, que ce qui pour nous était naturel, parce qu'on avait grandi là-dedans, n'était absolument pas naturel pour tout le monde, parce que c'était une différence que nous avions, nous, côtoyée, qui n'en était pas une, du coup, mais que ça le devenait une différence et probablement une source d'inquiétude et de peur pour d'autres qui n'avaient jamais connu cette différence. Et j'ai compris qu'en fait, l'antiracisme, que je n'avais jamais objectivé et formulé, je ne m'étais jamais dit antiraciste, j'avais jamais pensé, ah bah moi je ne suis pas raciste, on ne se posait pas cette question-là. Et bien en fait que l'antiracisme était un combat dans des environnements ou des sociétés dans lesquelles finalement cette différence n'était pas naturelle, quotidienne. Et du coup quand j'ai été confronté à des actes de racisme que je n'ai pas compris, mais quand je vous dis j'ai pas compris, c'est qu'on comprenait vraiment pas. J'ai commencé à me forger une conscience politique, même si elle était un peu rudimentaire, forcément quand on est adolescent. Et c'est ça l'étincelle de mon engagement initial. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousserait à vous engager si vous aviez 20 ans? Quelle cause en particulier? La même. Parce qu'en fait, rien n'a été réglé. Sisyphe, hein. J'ai poussé mon rocher, j'ai fait ce que je pouvais, il est retombé, je l'ai repoussé, et d'autres le poussent avec moi, on est plusieurs à le pousser, mais là, il est retombé un peu vite, je trouve, et qu'on se l'est un peu fait écraser au passage quand il est retombé. Et il y en a plein d'autres causes, mais j'ai le sentiment que ce qui m'a étreint quand j'étais jeune continue à m'étreindre aujourd'hui. Donc, pareil.
va terminer sur une dernière question puisque le temps passe. Ouais, tout à fait. Aviez-vous un rêve, d'abord, à 20 ans? Si je vous dis un nom de fille, ça marche pas. Elle est plus. Non, parce que les rêves à 20 ans, c'est des rêves de garçons de 20 ans. Donc, non, alors à part ça, c'est ce qui fait que je suis là encore devant vous. C'est que à 20 ans, moi, j'ai adoré ces moments collectifs où on avait l'impression, où on portait de belles idées. C'est-à-dire qu'on était sûr que c'était des belles idées. Il n'y a pas de doute, on le sait, y compris quand on défend une idée, qu'elle est mauvaise. On sait qu'en fait, quand ce qui nous motive, c'est belliqueux. On sait quand ce qui nous motive, c'est l'envie d'en découdre et de faire mal. Si le projet qu'on a, c'est de faire mal à l'autre, moi j'ai des adversaires, hein, j'ai des gens que je combattrais. Mais derrière ces adversaires, il y a, je crois, des idées qui sont des idées assez belles. Et autour de la notion de justice, d'égalité, et qu'on décline sous toutes ses formes. Et mes rêves, ils étaient ceux de millions d'autres qui, à un moment, ont considéré qu'ils ne pouvaient pas rester les deux pieds dans leurs pantoufles, à être désintéressés de ce qui se passait autour d'eux, et du sort de ceux qui étaient peut-être moins bien nés, au sens au moins bon endroit, de parents moins prêts à les accompagner que nous. Et donc mon rêve, c'était ça, et ça reste ça. Ce que j'essaye de transmettre à mes deux filles, et qui du coup me le rendent bien en faisant voir de toutes les couleurs, désormais en termes d'engagement, mais engagement de leur génération, quoi. Voilà. Mais merci beaucoup pour vos réponses et votre temps. Alors, nous allons faire circuler les micros. S'il y a des questions dans le public, vous levez la main et puis on vous donnera un micro. Voilà, monsieur au fond. Oui, bonjour. Merci, monsieur Hamon, et en particulier pour la métaphore de Sisyphe. Alors moi, je suis administrateur. J'ai l'âge d'être grand-père de tous ces jeunes gens. Enfin, pas de tous, hein, mais peut-être. Et donc, je suis administrateur d'une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle pour le Logement. C'est une association qui s'occupe de logements pour des personnes à très faibles ressources, qui sont logées dans des logements sociaux, avec des loyers très bas, pendant un certain nombre d'années avant d'aller dans un logement définitif dans le parc social. Alors, et on a des bénévoles, 1200 bénévoles dans l'Île-de-France, qui sont des accompagnateurs des locataires. Voilà. Alors, et je ne vais pas être opportuniste, mais je vais l'être un petit peu, puisqu'on a une assemblée ici de futurs journalistes et puis aussi de jeunes qui vont vieillir un petit peu. On a besoin de bénévoles pour accompagner ces personnes et aussi pour la communication, pour le plaidoyer. Moi, je suis chargé du plaidoyer dans cette association qui est en Île-de-France. Voilà. On a à peu près 1200 logements et autant de ménages que l'on accompagne, alors depuis 30 ans, donc on n'est pas une jeune association. Et les bénévoles ne sont pas très jeunes non plus, donc on a besoin de relais. Mais tout à l'heure, vous avez, madame, oui, vous avez abordé la question, ouvert la question avec les nouvelles formes de l'engagement. Et donc par rapport à tout ce que vous avez dit, moi la question qu'on se pose, parce qu'on a des jeunes bénévoles qui arrivent à travers des sites dans lesquels ils trouvent notre association, mais c'est très difficile parce que d'une part, des jeunes, ils ne sont pas très stables, parce qu'ils vont changer de vie, ils vont déménager, ils vont avoir des enfants, ils vont partir, etc. Et ma question, en fait, la difficulté qu'on a, la question que j'aurais, mais c'est à Benoît Hamon, mais vous aussi, à madame, puisque vous êtes maître de conférence ici, c'est un peu cette question de la longue durée, ou plutôt
ce que vous avez appelé tout à l'heure, c'est-à-dire le long terme. Nous, on travaille sur le long terme puisque les personnes restent quelques années, on les accompagne avant qu'elles partent, donc on est sur le long terme. Et puis la durée aussi de l'engagement. C'est assez difficile par rapport à cette question de l'émotion, par rapport à la question de la spontanéité, par rapport à la question du présentisme, quoi. C'est un peu comment on fait, en fait, puisqu'il y a aussi autre chose, c'est que finalement, l'engagement, c'est des actes modestes, souvent. Ce n'est pas des actes brillants. Hein, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose, un feu d'artifice à chaque fois qu'on intervient. Il faut savoir être modeste dans ses actions, puis aussi, il faut savoir être capable d'agir d'une façon pertinente, et puis avec beaucoup d'attention entre les réunions et tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu la question que je me pose par rapport aux nouvelles formes d'engagement. Comment une association comme la nôtre peut, je pense qu'il faut inventer de nouvelles formules pour attirer. Mais en même temps, il faut peut-être aussi que les jeunes sachent se plier quelque part ou s'adapter à ces formes d'engagement un petit peu anciennes qui perdurent et qui sont nécessaires. Voilà. Je serais bien normal en tout cas de vous répondre, parce que si j'avais la solution... en tout cas, c'est ce que Solidarité Nouvelle pour le Logement, ce dont vous témoignez, en fait, beaucoup d'associations témoignent du même, de la même fracture, le sentiment qu'il n'y a pas de renouvellement des bénévoles, un vieillissement de la population bénévole, et que les formes d'engagement qu'on a pu connaître plus jeunes ne sont pas plébiscitées par les jeunes qui préfèrent des formes d'engagement hors cadre associatif, hors cadre, on va dire, de long terme. Alors, d'abord, moi, je ne sais pas si cela va durer. D'abord, je ne sais pas quel était auparavant le taux d'engagement des jeunes en réalité dans les associations. Parce qu'en fait, quand on est jeune, en vérité, comme il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on va faire, où on va aller, le fait de se fixer sur une association, c'est parfois un peu compliqué. Et en gros, on reporte ça au moment où on commence à avoir un peu plus de certitude sur sa vie professionnelle et sa vie personnelle et sentimentale. Et donc, le moment où on se fixe, quoi, où on s'accroche à son rocher. Ce qui est certain, c'est que moi, je vais témoigner à l'envers. Moi, depuis que je suis chez Singa, j'apprends sur des formes de mobilisation citoyenne des choses que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que dans la manière dont la technologie du numérique est mise au service de mobilisation et pour des causes qui, à mes yeux, en valent la peine, la façon dont, sur des formes d'engagement plus affinitaires et courtes, on est capable de créer des mobilisations. Il y a là des choses que moi j'apprends qui montrent qu'on peut être efficace, en tout cas sur des mobilisations citoyennes, sans passer par un engagement répété de longue date. Après, il y a des associations qui, comme vous le dites, sont engagées sur... elles font du foncier, quoi. C'est sous la toise, on ne voit pas grand-chose. C'est une série d'actes au quotidien qui suppose d'être répétés pour que ça marche et d'être suffisamment nombreux pour que ça fasse sens. Je crois là, moi, que... bon, j'ai pas de solution, parce que mais je désespère pas que... je suis même assez persuadé que ceux qui vieillissent finiront par y venir aussi, même si ça n'a pas été leur culture dans leurs jeunes années. Mais moi, si je me rappelle, ma jeunesse, bon, sauf quand j'ai été adhéré à un syndicat à l'université, mais bon, à l'époque, c'était pas que c'était obligatoire, mais ça se faisait assez naturellement. Mais sinon, on n'était pas dans des assos. Et finalement, ceux qui étaient adhérents au syndicat et qui étaient vraiment engagés, à part les plus acharnés d'entre nous, ils n'étaient pas très nombreux. C'était toujours le fait d'une petite fraction. Donc, je ne sais pas si ça a fondamentalement changé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé le phénomène de désaffiliation. C'est-à-dire que je marche pour le climat, mais je ne vais pas voter pour un programme écolo, parce que finalement, c'est pas là que je pense que ça se joue. Ou je pense que de toute façon, tous les politiques servent à rien, ou même quand ils sont sincères, ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils voudraient faire, etc., etc. Voire même, je m'en fous. C'est-à-dire que je marche pour le climat et le reste, je m'en fous. Donc ça, ce phénomène de désaffiliation, ou alors, comme je dis à mes filles, je marche pour le climat, mais je commande sur... C'est quoi ce site chinois, là non, il y en a un autre pire, le pire, là. Hein,
Ouais, voilà. Ou genre, papa, on peut pas prendre. Et je dis non, mais là, on peut pas avoir marché cet après-midi pour commander le soir. Donc là, il faut raccrocher les. Donc ça, c'est le travail qu'on fait comme éducateur, comme parents. Mais bon, tout ça, on se fabrique hein, les uns les autres. Nous, on n'était pas exempts de contradictions dans notre jeunesse non plus. Donc, et même après, plus tard dans notre vie. Donc je pense que ça évoluera, et je l'espère, dans le sens d'une adhésion à un âge plus mûr. À des structures comme la vôtre, par ailleurs que moi je connais, et qui font un boulot remarquable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je crois que... On va essayer de faire des questions courtes, et comme ça, on peut en prendre 2 d'affilée, et puis on aura une réponse groupée. Bonsoir tout le monde. Merci, Monsieur Hamon. C'est un grand plaisir que vous soyez parmi nous aujourd'hui, surtout pour votre parcours citoyen, syndical, militant et associatif. Donc, je suis administrateur d'une jeune association qui s'appelle La Main dans la Main, qui œuvre dans le Val d'Oise et surtout elle doit agir beaucoup en République démocratique du Congo, que vous devrez un peu connaître en tant que ministre. Donc, ma question aujourd'hui, comment pouvez-vous donc nous aider à accompagner ces personnes donc, au Congo? Et ici, j'accompagne mon association, accompagne donc le nouveau venant qui ont des difficultés, par exemple, en français, dont nous voulons aider à intégrer et scolariser leurs enfants. Donc, pouvez-vous nous aider comment pour assurer nos missions d'une façon pérenne, surtout par votre expérience chez Singa, à savoir que Singa, moi je suis d'origine de la République démocratique du Congo, Singa, en patois congolais, ne veut dire qu'un fil. Voilà. Merci. Alors, on va peut-être prendre une question derrière, comme ça, parce que le temps file. Oui, alors, bonsoir, du coup. Alors, la petite question, c'est qu'on commence tous à entrer un peu voilà, dans le monde du travail, à voir un peu ce monde se profiler devant nous. Pour les personnes que vous aidez, du coup, quel est un peu, vu qu'on a à peu près les chiffres, nous, à notre échelle, mais à l'échelle des gens que vous aidez, qui est une situation totalement différente, j'imagine, quelle est l'échelle de temps, d'investissement et de travail, de préparation pour l'entrepreneuriat, et quelles peuvent être les difficultés majeures et plus récurrentes que vous pouvez rencontrer dans tout le processus? Bon, alors, je vais le faire en style télégraphique. C'est effectivement fil, Singa, ça veut dire aussi, dans une autre langue d'Afrique subsaharienne, parce que le mot existe dans 2 langues, prêt, et c'est aussi l'idée de prêter le capital social, c'était l'idée de créer des liens, et donc Singa, on n'a pas choisi ce mot-là au hasard. Comment on peut vous aider? En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous avez des gens à orienter ou vers de l'accès au droit, ou vers l'accès à une formation, ou vers l'accès à des cours de langue, il y a aujourd'hui un travail qui est fait à destination des personnes réfugiées, des nouveaux arrivants, par la plateforme Réfugiés Info, hein, Myriam, Réfugiés Info, qui collecte en gros toutes les initiatives qui sont prises en fonction des besoins qui sont ceux des nouveaux arrivants. Alors, c'est pas non plus l'assurance de trouver une solution à tout. Mais en tout cas, il y a là une ventilation des adresses et des organisations qui font des choses vers lesquelles vous pouvez orienter les personnes que vous accompagnez. Nous, régulièrement, on est sollicité par telle ou telle organisation et on essaye d'orienter en fonction des besoins.
Ça, on le fait beaucoup à Singapour, on le fait dans nos différents chapitres, on appelle cela des chapitres. Mais je trouve qu'assez pratique cette initiative, cette plateforme qui existe désormais, qui centralise un petit peu les besoins et les informations et qui permet à toutes les associations, la vôtre comme la nôtre, de pouvoir dire, là, dans telle ville, on sait qu'il y a Caracol qui fait une offre de logement. Là, dans telle ville, à Dunkerque, on sait qu'on a une offre d'apprentissage du français qui est portée par telle ou telle organisation. On y trouve à peu près de toutes sortes de propositions, mais c'est un des outils que nous, on utilise. Et le cas échéant, on pourra, je ne sais pas comment, mais vous dire si on en utilise d'autres, mais en tout cas, c'est un outil qu'on utilise. Sur l'entrepreneuriat, la réponse, ça dépend un peu. Pourquoi ? Parce que ceux que nous accompagnons et celles que nous accompagnons, leur projet, il est parfois, c'est une idée géniale, mais que faut-il faire pour la transformer déjà en un business possible avec un produit qui pourra être vendu, un service qui est crédible, avec un minimum d'études de marché, de business plan, de stratégie marketing, de communication digitale, de comptabilité derrière. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un compte ? Les Iraniens, par exemple, qui montent des entreprises, ils sont interdits d'ouvrir un compte bancaire en France. Pourquoi ? Parce que l'Iran a été placé sur la liste des pays infréquentables par les États-Unis et qui fait qu'aujourd'hui, certaines banques ont connu des déboires aux États-Unis, des banques françaises, et refusent d'avoir dans leur livre de compte des Iraniens. C'est un vrai problème pour nous, pour les nationalités qui sont bannies de l'ouverture de compte, parce qu'aller accompagner un entrepreneur qui ne peut pas ouvrir un compte, alors il peut ouvrir un compte en ligne par des organisations bancaires ou de crédit qui ne sont pas installées en France, mais vous n'avez pas les mêmes services pour notamment une entreprise de la part de votre banquier quand vous êtes sur une appli avec quelqu'un ou un robot aux Pays-Bas, quoi, pour faire vite. Donc nous, on identifie la maturité du projet et l'intérêt qu'il peut avoir, le sérieux aussi du projet, parce que ceux qui nous présentent des projets, parfois, c'est un peu moins sérieux que d'autres. Là où on pense que c'est sérieux, mais qu'ils n'ont pas du tout bossé tel aspect, qu'ils vont se planter, et que là, notre expertise, les mentors qu'on va amener peuvent les aider. Et donc, on évalue quel est le besoin. Et le cas échéant, si c'est en pré-incubation qu'ils vont, si c'est dans l'incubation, c'est-à-dire que là, on formalise un projet d'entreprise. Si c'est dans l'accélération, c'est déjà une entreprise, mais elle a besoin de se développer, de trouver des nouveaux débauchés, voire même, ce sur quoi nous travaillons, demain, un fonds d'investissement qui prendra des participations donc en capital dans ces entreprises, participera à des levées de fonds, puisqu'on est en train de travailler sur la création d'un fonds d'investissement de 100 millions d'euros. Alors, ce n'est pas pour nous les 100 millions d'euros, ce sont des investisseurs qui nous demandent de gérer leur argent pour qu'il ait de l'impact sur la création d'entreprises par les réfugiés, mais qui va être précieux parce que beaucoup d'entrepreneurs réfugiés, nouveaux arrivants, se heurtent aux mêmes barrières en termes de levée de fonds les barrières qu'ils ont connues au moment de l'accès au logement. C'est-à-dire des investisseurs classiques répugnent à investir parce qu'ils se disent est-ce que c'est bien sérieux, est-ce que c'est... Bon, moi je vous donne des exemples. Là on vient de prendre dans nos entreprises, dans l'accélérateur, je donne un exemple d'entreprise, je vais en donner deux. Mais qui montre ce qu'on fait. Il y a une chef d'entreprise syrienne qui est dans notre accélérateur, qui a connu des problèmes de santé quand elle était syrienne, qui a vu d'autres personnes qui ne parlaient pas bien français connaître des problèmes de santé, qui s'est rendu compte que le fait de ne pas pouvoir dire ce que l'on a est un obstacle au fait de pouvoir être guéri, même dans certains hôpitaux ou auprès de certains médecins. Comme des médecins lui avaient témoigné que le fait de poser les questions et être compris, sur une échelle de 1 à 10, dites-moi où vous avez mal, à quelle intensité vous avez mal, des choses simples, le fait de ne pas pouvoir se faire comprendre du patient qui souffre, c'est un problème. Eh bien, dans plusieurs langues, elle a fait un assistant médical, en quelque sorte, qui, pour une personne qui parle dari, qui parle arabe, mais arabe égyptien, qui parle bambara, qui parle lingala, etc., l'assistant va traduire, donner le message à l'infirmier ou au médecin qui, lui, parle et l'assistant, qui est un boîtier, refait la traduction instantanément. Ce qui est
une idée, vous allez me dire, comment se fait-il qu'on n'y ait pas pensé? Personne n'y avait pensé. Et donc, elle développe ce produit-là. Elle est dans notre accélérateur. Je suis sûr que ça va marcher. On est sûr que ça va marcher. Maintenant, il faut qu'on l'accompagne, jusqu'à la levée de fonds, qu'elle soit... Elle a encore des trous dans la raquette, justement, qu'on va lui essayer de combler. Et la deuxième solution, alors là, vous allez flipper, qui est incubée en ce moment même dans tout près de nous, parce qu'en fait, il travaille quasiment en face de moi. C'est un entrepreneur qui a développé, lui est d'origine iranienne, et qui a développé, Myriam sait de qui je parle, une solution, qui est une solution qui permet, lors des examens en ligne, que vous n'avez peut-être pas manqué de passer, de voir si vous trichez ou pas. Ça vous énerve, hein? C'est même flippant, hein. Moi, il m'a montré comment ça marchait. Je lui ai dit, non, mais comment tu sais que c'est vraiment sûr qu'il triche ou qu'elle triche? Donc lui, sa solution technologique, elle est 100% sûre, selon lui. Elle est déjà commercialisée auprès de certaines grandes écoles, je vous le dis. Donc ça ne manquera pas d'arriver à l'Institut catholique de Paris. Mais l'idée, c'est que vu que les examens en ligne vont se développer, pour sécuriser un examen, faut-il de la technologie pour s'assurer que les candidats à l'examen ne trichent pas. Et quelle est la sécurité ou la fiabilité qu'on peut accorder à cette technologie? Parce que moi, je lui ai dit, admettons, hier, j'ai connu un immense chagrin d'amour. Donc, je suis a priori un peu down, quoi, dans mon examen. Est-ce que ta machine, qui va capter une partie de body language, etc., dans mon comportement, va pas capter un comportement bizarre qu'elle analysera comme de la triche, alors que je suis juste en train de penser à celle qui m'a jeté ma valise sur le pas de la porte et m'a dit « Benoît, je ne veux plus te voir ». Eh bien, peut-être que là, la machine se trompera. Et il me dit « Non, c'est fiable ». Bon, alors là, c'est là où ma compétence s'arrête, parce que je ne connais rien à cette technologie-là. Mais cette technologie... dont on voit bien qu'elle a un potentiel énorme et qui est déjà vendue, elle a besoin d'être accompagnée, l'entrepreneur a besoin d'être accompagné, et nous l'accompagnons aujourd'hui. Donc là, on voit qu'on est sur des besoins qui peuvent être de long terme, c'est-à-dire qu'on peut accompagner des gens 6 mois, on peut les accompagner parfois 1 an, jusqu'au moment où on arrive à rendre le projet économique mûr, mais aussi lever tous les obstacles spécifiques liés au fait qu'ils sont entrepreneurs, réfugiés, et qui vont les amener à vivre, eux, un parcours du combattant qui est parfois beaucoup plus difficile qu'un entrepreneur de nationalité française. Et encore, quand je dis nationalité française, quand vous êtes de nationalité française, mais de couleur noire, ou que vous êtes maghrébin ou maghrébine, là aussi, il y a des vraies discriminations qui existent. Donc, c'est pas simple. Donc, nous, là, ce qu'on fait, c'est essayer de lever ces obstacles-là. Voilà, donc ça peut prendre du temps. Mais il sort, là, par exemple, en Singa Berlin, a incubé Carbone Mobile. Carbone Mobile, c'est le premier mobile intégralement en fibre de carbone. Voilà, on a incubé Meet My Mama, c'est des traiteurs où ils ont des traiteurs en France, si vous voulez les faire bosser ici, faites-les bosser, c'est génial. Ils se sont dit, tiens, si on faisait bosser nos mamans, qui deviendrait actionnaire de la boîte Meet My Mama. Et désormais, c'est un traiteur qui fait des parcours culinaires d'Afrique subsaharienne, différents, scandinaves, d'Amérique latine, et avec des actionnaires qui sont les mamans qui faisaient la cuisine dans leur cuisine et qui ont vendu ou commercialisé leurs talents et leurs recettes, et dans une boîte qui marche très très bien. Donc bref, vous avez compris, c'est dans tous les domaines. Là, je pourrais vous en sortir des dizaines, mais ça peut prendre parfois du temps, comme ça peut aller très vite. Ça dépend du projet. Allez, une toute dernière, parce que normalement, on doit s'arrêter à 20h. Peut-être, c'est Loubna, non, qui est devant. Bon, vous pouvez parler à voix haute.
On finit sérieusement. Hein. Ouais, merci, vous avez 4 heures. Quoi. Parce que c'est passionnant comme question. Est-ce que se mettre en retrait du monde dans une forme de choix d'ermite, en disant c'est mon choix de vie, je me désintéresse des autres, en tout cas je me désintéresse, en tout cas je me coupe de la vie des autres, ça ne veut pas dire que je m'en désintéresse, est un engagement, moi je pense que oui. Un moine, c'est un engagement, personne ne va en douter que c'est un engagement. Pourtant il se coupe du monde extérieur, il est en résonance avec un autre monde spirituel, religieux, liturgique, que sais-je encore, mais il se coupe en tout cas de la société. Après, il y a la société du monastère, mais c'est une petite société. Alors après, ça dépend en plus de l'ordre, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon. Donc je pense que ça peut être une forme d'engagement, mais au sens où on essaie c'est une promesse que je me fais, celle de me taire, par exemple, et que je fais aux autres, de ne pas leur parler. Je m'engage. Est-ce que c'est un engagement utile? C'est là où c'est là où moi il m'appartient pas de mettre un stigmate moral entre le bon et le mal, ou le bien et le moins bien, sur ce qui est utile et pas utile. En tout cas, j'ai une idée, moi. Après, mais ça reste que mon idée. Donc oui, je pense que c'est une forme d'engagement. Après, si vous voulez vivre au milieu du monde en vous désintéressant du monde, ça c'est autre chose. Parce que vous mettre à l'écart du monde et dire, bon ben, comme je suis à l'écart, ne me demandez pas de signer des pétitions parce que je ne suis pas dedans. Par contre, si vous êtes dedans et que vous dites, non, ça, vous voulez vivre non pas cette fois-ci en ermite, mais en égoïste, si le seul centre d'intérêt, votre seul engagement, c'est votre propre intérêt, le maximiser, voire votre propre plaisir, c'est juste que vous allez déchanter, quoi. Parce que ça, pour le coup, je pense que ça peut pas être un projet de vie sérieux. Voilà, mais c'est mon point de vue. D'abord, c'est que l'existence, c'est étymologiquement être hors de soi. Exister, être hors de soi. Et c'est Lévinas qui a beaucoup réfléchi sur cette notion d'existence, et qu'on ne prend conscience qu'on est être humain que dans le regard d'un autre être humain. C'est qu'on est un animal social, l'homme ou la femme. Donc, il me semble qu'en soi déjà, c'est s'engager dans le monde et s'engager aux autres. Donc dire tout ça, ça ne m'intéresse pas, il n'y a que mon nombril qui m'importe, il me semble que c'est une voie sans issue. Voilà. Je pense aussi qu'il y a quand même quelques philosophes qui sont d'accord avec moi là-dessus, ou moi qui suis d'accord avec eux. On va terminer sur cette belle idée. Merci beaucoup d'être venus nombreux, d'avoir été attentifs. Et merci à notre invité Benoît Hamon d'avoir accepté de venir ce soir.